Salut tout le monde, le thème de ce soir est Remote Working with the USA and Canada. Nous sommes le 3 octobre et nous sommes à Vannes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous d'être ici présents ce soir et merci à MG10 pour nous accueillir pour cet événement. J'ai rêvé de ce type d'événement depuis des années et vous l'avez rendu possible. Merci. L'idée de ce thème vient de l'expérience de Marie Destando. Marie est développeuse front-end senior et elle cherchait un nouveau job durant l'hiver dernier. Elle a postulé à une annonce LinkedIn dans l'entreprise de ses rêves qui est située à Washington DC. Elle a décroché le job. C'est la classe. Merci à Vincent qui anime ce Rex. Merci à Emmanuel, Julien, Jérémy et Ludovic qui partagent avec nous leurs expériences de travail en Amérique du Nord ou leurs expériences de travail avec l'Amérique du Nord. Ils nous parlent aussi de sujets comme le visa, l'immigration, des relations humaines avec leurs collègues de travail à distance, leur management à l'américaine, comment ça se passe. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Gonel Kerner, je suis le fondateur de The Remote Tribe et j'ai organisé cet événement. The Remote Tribe est une plateforme dédiée aux communautés tech qui organisent des événements en présentiel. En effet, en tant que professionnel des ressources humaines, je suis convaincu que les connexions humaines authentiques sont essentielles pour une carrière professionnelle durable. Après les interventions, il y a un cocktail végétalien par Alexandra et les boissons sont offertes par MG10. Les talks sont en français. Ça commence maintenant! Le thème, comme disait Gonal, c'est un petit peu tout ce qui est le travail à distance, remote, et notamment avec les États-Unis. Je pense qu'on fera effectivement un tour de table avec tout le monde pour voir un petit peu les parcours. Dans mon cas, en fait, entre 2013 et 2019, en fait, j'ai travaillé aux États-Unis dans la baie, en l'occurrence en Californie, dont la coïncidence est rigolote. Juste à côté d'MG10, ici même, il y avait l'entreprise dont certains peut-être connaissaient, qui s'appelait Wind River, et dont les locaux maintenant sont occupés par, en l'occurrence, la passerelle, là, une crèche Montessori. Et donc Wind River était là, et donc moi je suis rentré chez Wind River justement pour pouvoir ensuite partir aux États-Unis, parce que c'était une entreprise américaine. Ce que j'ai fait en 2013 jusqu'en 2019, et voilà. Et ensuite en 2019 je suis revenu. J'ai travaillé pour une entreprise ensuite ici française, et c'est toujours le cas ici. Maintenant je travaille pour une entreprise qui s'appelle Dataiku, dans le domaine de l'IA, de la donnée, et je travaille en full remote. Voilà. Avant j'étais en hybride, en présentiel et à distance. Voilà, un petit peu pour le parcours. Voilà, et puis je vous propose peut-être de continuer, peut-être dans l'ordre, je ne sais pas si... Julien, tu veux te présenter? Ouais, très bien. Eh ben, moi, c'est Julien. Je suis front développeur pour Datadog depuis 6 ans et demi maintenant. Avant, j'ai monté une boîte en France. Ensuite, j'ai bossé en freelance. J'ai été salarié. Et puis un jour, j'ai été contacté par Datadog qui m'ont proposé de les rejoindre. Donc voilà, après, nous, je suis embauché par une structure française. C'est le moment où ils se sont implantés en France. Les détails exacts, je les ai pas forcément, mais en gros, il y a eu des gens qui ont eu leur visa qui n'ont pas été renouvelés. Ils bossaient à New York. Et donc, quand ils se sont retrouvés suffisamment nombreux à être en France et à travailler d'un coworking à Paris, il y a eu une entité française qui s'est montée. Et à ce moment-là, quand on gère une structure, il faut faire grossir la structure pour que ça devienne intéressant. Et donc, c'est comme ça que le bureau de Paris est né. Et à l'époque, quand je suis arrivé, on était 50-60 et aujourd'hui, on est plus de 1000, je ne sais pas exactement combien, à Paris. Et moi, je suis en full remote aussi. Je vais une fois par an à New York et une fois par an à Paris, en gros. Et voilà, c'est à peu près tout. Et tu es basé peut-être... Ah oui, je suis basé dans le Morbihan, à côté de la Roche-Bernard. Avec un terrain qui a des pommiers et j'ai aussi des moutons. Voilà. Alors moi je suis Emmanuel, je travaille comme analyste de données pour une agence média qui s'appelle Cossette Média. C'est une agence qui est basée au Canada et qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Plus Compagnie. C'est un groupe maintenant qui a racheté en fait plusieurs agences
au niveau mondial. Donc on est présent, je pense, dans une vingtaine de pays. Et ça, ils ont comme 3000 personnes à travers le monde. Donc moi, je travaille à distance parce que les bureaux, en fait, avec les gens avec qui je travaille, sont principalement localisés au Canada, donc Montréal, Toronto et Vancouver aussi. C'est une agence sœur, en fait, du groupe qui m'emploie d'un point de vue administratif, mais j'ai aucune relation de travail, en fait, avec cette entreprise-là qui est basée à Paris. Je vais même pas les voir, en fait, c'est vraiment on a juste un contact purement ressources humaines. Donc voilà, de façon opérationnelle, je suis vraiment dédiée au bureau du Canada. Et moi, je travaille à distance depuis mars 2020. Donc la pandémie oblige. Et puis, en fait, j'ai vécu 9 ans à Montréal et c'est justement à l'été 2021 que je me suis installée de nouveau en France. Et c'est à cette occasion que, on va dire que j'avais vraiment plus le choix d'être à distance. Voilà, pour mon parcours à moi. Donc moi, c'est Jérémy, je suis architecte cloud chez Duo Security, qui est une filiale de Cisco. Je travaille depuis 2014, j'ai fait 6 ans à Londres. Après le diplôme, je suis parti là-bas. J'ai travaillé dans plusieurs startups. Et ensuite, en 2020 aussi, j'ai été embauché par Cisco donc, pour aller travailler au Canada. Et l'idée, en gros, c'était qu'on avait des équipes qui étaient un peu réparties sur la côte Est, États-Unis, Canada. Moi, je voulais aller en Amérique du Nord. Et du coup, le Canada était un peu plus facile au niveau des visas, donc je suis parti à Toronto. L'équipe où j'étais basé était majoritairement sur le Détroit, donc c'est à 2-3 heures de route. Donc l'idée, c'était pour moi d'aller faire du remote à peu près 5 semaines sur 6, et puis ensuite une semaine dans les bureaux de Détroit. Sauf que pareil, mars 2020, donc en fait, je suis arrivé au Canada et puis j'ai vu personne pendant 1 an. Et puis voilà, au bout de 2 ans au Canada, avec ma femme, on a décidé de rentrer en France et donc j'ai continué chez Cisco. Et donc je travaille toujours pour la même équipe, majoritairement basée aux États-Unis, mais depuis la France. Et je travaille depuis le Bono, à côté de Vannes. Bonjour à tous, moi c'est Ludovic. J'ai commencé à travailler pour le Canada parce que j'ai monté une entreprise avec un contact, une connaissance en fait, qui lui était basé à Montréal. On a monté une start-up, ce qui m'a emmené avec ma femme à aller à Montréal. On est resté 5 ans là-bas. Après ça, moi je suis sorti de la start-up et j'ai commencé à retravailler avec une autre start-up qui s'appelle Lander, c'est le client pour lequel je travaille aujourd'hui. Puis quand on est revenu en France, j'ai continué à travailler pour eux. C'était pré-Covid, puisqu'on est revenu, on était en 2016. Et là, j'étais le seul remote. Donc c'était une autre ambiance. Ils étaient tous au bureau, ils discutaient tous à la machine à café. Et moi, avec 6 heures de décalage, le lendemain, j'avais un petit peu d'autres informations. Donc après 1 an et demi à distance, j'avais plus le même feeling que dans le bureau, donc j'ai décidé de quitter. Là, je suis parti plus freelance, j'ai fait différentes missions en France principalement. Et puis, post-Covid, en fait, comme je pense plusieurs l'ont vécu du coup, au Canada, ça a vraiment été loqué pendant 1 an. Donc, en fait, plus personne n'allait au bureau pendant 1 an. Donc, il y a eu toute une restructuration qui s'est faite. Et Lander m'a proposé de repartir parce que du coup, ils avaient mis en place vraiment d'autres choses puisque l'équipe s'était forcément éclatée également. Et donc j'ai rejoint Lander et depuis voilà, on a vraiment une autre structure. Il y a des gens qui sont, on en parlait tout à l'heure, à Vancouver. On a une partie de nos développeurs qui sont aussi en Ukraine. Il y a des gens qui sont aux États-Unis pour la partie design. Enfin voilà, il y a un designer qui est en France. Là, on recrute un autre développeur qui est en France. Voilà. Par contre, il n'y a pas d'entité française. Donc là, du coup, on est freelance et puis en fait, on facture tous les mois. Merci, ça c'est aussi un grand sujet pour tous ceux qui travaillent effectivement à distance et à fortiori avec une entreprise qui est à l'étranger. Là on parle de l'Amérique du Nord. Voilà un peu le mode de financement, le mode de salariat. Pour ceux qui sont salariés, ça aussi c'est un sujet, je pense qu'on pourra discuter. Peut-être avant de continuer en fait, savoir un peu sonder le public. En fait, je ne sais pas s'il y a combien de personnes ici. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans la situation dans laquelle on est avec ici sur nos invités, on va dire.
qui travaillent à distance avec des entreprises basées à l'étranger déjà, peut-être. A priori déjà 2 personnes là, ici. Ouais, 3 personnes. Ok, super, nickel. Et donc, si c'est pas l'étranger, des entreprises qui sont françaises, mais à distance en full remote. Ok, on a une bonne dizaine de mains qui se lèvent. D'accord, ok, super. Bon, bah, très bien. Je pense qu'on pourra faire aussi un échange avec les... Ah oui, c'est qu'il y a Simon de MG10 ici en full remote. D'accord. Ok, d'accord. Ouais, non, bah, voilà, c'est un bon exemple quand même. Ok, super. Merci. Parfait. Ok, bah écoutez, merci pour les présentations, les intros. On a parlé un petit peu du parcours, vous avez parlé un petit peu de vos entreprises. Moi, j'avais une question un petit peu qui était plus, on va rentrer un peu plus dans les détails, l'organisation. Un petit peu, si on peut détailler un peu vos journées typiques, et notamment parler un peu de la question d'organisation des fuseaux horaires, parce qu'un vrai challenge avec les entreprises, notamment américaines, qui sont basées, ou disons nord-américaines. En substance, il y a plusieurs fuseaux horaires. Généralement, c'est soit côte est, soit côte ouest, pour faire simple. Donc, par rapport à l'heure française, on va être à 6 heures de décalage, donc à -6 ou à -9. Et donc, ça, il y a clairement des problématiques. Et donc, peut-être on peut continuer la discussion là-dessus. Moi, c'est quelque chose que, à titre personnel, j'ai expérimenté, puisque j'avais parlé du fait qu'en 2013, j'étais parti aux États-Unis, mais dans les faits, j'ai changé d'équipe en 2013, en début d'année, en février. Et on parlait, là aussi, on pourrait avoir un vrai sujet sur tout ce qui est l'immigration, les visas et tout ça. Et donc, moi, je suis arrivé sur le sol américain qu'en octobre. Donc, en fait, pendant presque un an, j'étais avec mon équipe donc, qui, elle, était basée donc, sur la côte ouest, donc à San Francisco, avec donc 9 heures de décalage. Alors j'avais, comme on disait avec certains d'entre vous, un manager qui était compréhensif, mais bon, ça poussait quand même les réunions, beaucoup plus dans un vrai décalage. Et donc je ne sais pas si, donc c'était difficile. Là personnellement, je suis content que ça n'ait duré qu'un an parce que c'était assez taxant. Et donc après, j'ai pu aussi connaître mon équipe. Là, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, le fait de... Je pense que ça aussi, on pourra en parler. Il y a une vraie différence avant la Covid, après la Covid, dans les modes des entreprises. Et puis, il y a aussi d'être structuré en remote ou pas. Donc là, je vais relancer la balle un petit peu sur vos journées un petit peu typiques. Et peut-être, alors là, soit on repart dans l'autre sens, ou soit Julien, tu recommences. Je sais pas, après, prends qui veut. Peut-être Julien, tu peux commencer. Je peux commencer. Donc une journée typique, nous on a une entité en France, même si dans mon équipe il n'y a qu'une personne qui est basée en France. Tous les autres sont basés à New York. Donc en gros le matin c'est calme, je travaille. Et l'après-midi j'ai des réunions. Je ne dis pas que les réunions c'est pas du travail, mais c'est pas le même genre de travail. Après, nous de manière générale, la France arrête à 18h, donc il n'y a personne qui va nous mettre une réunion après 18h. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, on ne peut pas choisir de rempiler en soirée, mais il n'y a personne qui attend ça. Pour le coup, c'est plutôt bien organisé. Après, le fait de condenser tous les meetings de l'après-midi, pour nous et le matin pour les gens qui sont à New York, ça fait que c'est forcément très dense et pour eux c'est le matin où c'est fatigant et l'après-midi ils accusent un peu le coup. Alors que je trouve que pour nous il y a un côté où on a vraiment ce matin où on peut planifier et faire des choses. Et en tout cas je trouve que c'est plus agréable dans ce sens-là que quand je suis de l'autre côté. Après on a aussi des gens qui sont basés à San Francisco, on a aussi des gens qui sont basés sur des fuseaux horaires encore plus loin, mais dans l'ensemble, les équipes techniques, on essaye de les garder sur un fuseau horaire, sur une différence de 6 à 7 heures. Donc les gens d'Europe, on va jusqu'en Pologne, et ils vont travailler avec des gens jusqu'à New York, ou alors il y a des remotes qui sont sur le fuseau horaire à côté, mais en général, ils se lèvent plus tôt. Et les gens qui sont sur la côte ouest, ils vont plutôt travailler avec les gens qui sont à New York. Et dans mon équipe, on a dans mon service, il y a quelqu'un qui a changé parce qu'il voulait aller à San Francisco. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, mais le deal, c'est qu'il se lève à 4h du matin. Voilà. Ouais, ça crée des défis. Donc moi, je suis la seule en Europe, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Je suis un peu la bête à part.
Et en fait, tout le monde est assez respectueux. Il n'y a pas de règle officielle comme quoi il ne faut pas me déranger à partir d'une certaine heure, mais les gens sont conscients que c'est ça. S'ils veulent me voir, ben, ils ont une plage horaire de 4 heures ou 3 ou 4 heures pour me convoquer dans un meeting. Donc s'ils n'ont pas trouvé leur bonheur sur ces 4 heures-là, c'est que c'était pas si urgent que ça. Mais voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut quand même être flexible. L'idée, c'est que selon si on a des contacts avec des clients, ce qui est mon cas, il faut savoir être flexible et peut-être se libérer sur une période assez courte finalement pour pouvoir prendre un appel ou régler une situation urgente. Là, il faut quand même avoir un peu de flexibilité. C'est sûr que c'est pas toujours évident sur des créneaux horaires au moment du dîner ou je sais que mon conjoint lui aussi travaille avec l'Amérique du Nord, fait qu'on se retrouve tous les deux en fait dans une situation où au moment du dîner, des fois, il faut qu'on prenne des meetings. Donc il s'agit de s'organiser et puis d'être flexible. Mais ça, dans l'ensemble, évidemment, il y a tout un tas de tours de passe-passe, comme on disait, bloquer le calendrier pour pas qu'on soit booké sur un moment qui ne nous convient pas, ou faire en sorte que le chat soit mis sur absent, mettre dans votre signature aussi que vous travaillez de l'étranger. Donc voilà, tout un tas de petites choses. Et puis je pense éduquer les gens, leur expliquer où vous êtes, les nouveaux qui arrivent, leur expliquer comment vous fonctionnez. Je pense que c'est ça qui est gagnant. Après, c'est sûr qu'il y en a toujours qui s'amusent à chatter à 23h. Moi, ce que j'aime faire, c'est que souvent, après le dîner, je vais regarder mes mails, en fait. Et puis, si je vois qu'il y a des demandes qui me sont faites et qu'il me manque des documents, j'envoie un petit mail. Et puis, je dis, bah, regarde, si tu m'envoies ça, maintenant, je peux te le sortir pour demain matin quand tu vas te réveiller. Donc, ça, d'accuser réception, bah, ils se sentent écoutés. Et ça fait beaucoup de choses, des fois. Et puis en même temps, ça, je vais quand même livrer assez rapidement ce dont ils ont besoin. Donc moi, c'est la façon dont je fonctionne. Bah, moi, c'est assez similaire. En gros, j'ai la chance d'être dans une équipe qui est assez flexible. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont remote, même aux États-Unis. Et je pense d'ailleurs qu'ils sont meilleurs à ça parce qu'ils ont beaucoup de fuseaux horaires différents, même dans leur propre pays. Donc au final, ils sont habitués à travailler avec des gens qui sont côte est, côte ouest. J'ai testé pas mal de journées différentes au niveau travail. Au tout début, alors j'ai eu une petite période avant d'avoir le visa canadien où je travaillais en France du coup. Et alors là, j'avais tenté le midi 21h. C'était pas ouf, c'était pas super. Donc là, maintenant que je suis un peu plus stable en France, ce que je fais généralement, c'est que je vais travailler toute la matinée. Donc c'est très calme, comme tu disais. Donc c'est génial si vous avez besoin de focus sur un truc en particulier. Et puis l'après-midi, pas mal de réunions. Après, ce que j'ai tendance à faire, c'est essayer d'avoir 1 ou 2 jours dans la semaine où je vais être assez flexible, où je vais justement mettre mon calendrier un peu plus ouvert jusqu'à 20h pour prendre des meetings. Et puis d'autres journées où je sais que 18h j'arrêterai et puis je laisse mes collègues savoir ça. Les gens sont assez flexibles donc ça se passe très bien. Et ouais, donc voilà, ça demande un peu plus de flexibilité, quoi. Enfin, un peu plus de temps de disponibilité en soirée. Puis bah voilà, on n'est jamais à l'abri d'un message à 22h en mode il y a la prod qui est cassée, faut aller faire quelque chose. Enfin voilà, donc c'est comme ça. Mais bon. Ça, au final, ça ne change pas trop de l'Europe aussi là-dessus. Il y a toujours des moments où ça peut arriver. Voilà, à peu près mon expérience. Moi, je mentionnerais, même chose, pareil, très calme le matin. Voilà, moi, je suis software développeur, je ne l'avais pas mentionné. Donc, c'est très calme le matin, très agréable pour ceux qui codent. Hein. Pas de rendez-vous, pas d'interruption. Voilà, ça, c'est quand même une grande chance. Là, on a régulièrement des gars qui sont embauchés à Montréal, qui viennent en France, vacances ou autres, et qui en profitent, qui étendent un petit peu, 2 semaines de vacances, 2 semaines de remote. En général, leur productivité prend un petit boost parce que, en fait, il n'y a pas d'interruption. Voilà, pour ceux qui aiment bien être au calme. Voilà, après, ça pose d'autres problèmes d'être trop au calme, tout seul. Mais voilà. Moi, j'ai un autre problème, c'est que je travaille que 4 jours par semaine, donc c'est un choix. Hein. J'ai mon mercredi pour être avec mes enfants. Donc fuseau horaire plus 4 jours, ça commence à être un petit peu chaud. Donc c'est-à-dire quand j'envoie du code en QA, des choses comme ça, faut pousser un petit peu pour que ce soit fait, quoi. Si c'est pas fait le matin, ce sera demain. Voilà, donc surtout le mardi, il
sinon ça va à jeudi 15h, quoi. Voilà. Donc nous, on se réunit à 15h30, donc jusqu'à 15h30, c'est assez calme. Et puis ensuite, ça se termine pareil, 18h, 18h30. L'avantage du coup d'être à 6h ou 7h, enfin en l'occurrence 6h, c'est qu'on est, là-bas, c'est midi en fait. Donc à 18h, il est midi, donc midi, midi 30, ils vont déjeuner. Donc ça se passe relativement bien. Je mentionnais tout à l'heure qu'il y a deux semaines dans l'année où c'est 5 heures d'écart. Bah, c'est pas la même en fait. Ces semaines-là, c'est pas pareil parce qu'en fait, pour eux, du coup, bah, ça va jusqu'à 19h pour nous. Donc en fait, oui, où on démarre à 14h, enfin, je sais plus, donc, mais en tout cas, il y a un truc où d'un seul coup, on se dit, attends, elle est bizarre la semaine. Donc, comme c'est l'après-midi, ça nous dérange pas trop, un meeting à 15, parce que bah, des fois, on se fait booker aussi à 14h pour ceux qui se lèvent tôt. Mais ça reste que cette semaine-là n'est pas comme les autres et du coup même nous ça nous décale. Donc finalement on finit par prendre ce rythme du 15-18 en appel et ces 2 semaines-là en général sont un peu plus compliquées à gérer. Oui, c'est ce que tu faisais référence, c'est le fait pour ceux qui n'ont pas expérimenté que les États-Unis gardent leur d'été une semaine de plus. Et donc effectivement on a un décalage horaire différent, tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis après, je trouve que les outils, quand j'ai commencé à faire avant ça, les outils n'étaient pas aussi... Alors voilà, je bloquais dans le calendrier, mais pour de faux avec des événements. Aujourd'hui, sur la suite Google ou Office, n'importe, on peut dire je suis au bureau de temps à temps, ça refuse automatiquement. Bon, ça dépend de la politique de l'entreprise, du rôle que vous avez, mais voilà. Et puis sur Slack ou d'autres messageries, c'est pareil, on peut le mentionner, donc c'est quand même relativement bien... pris en compte, notif sur le téléphone en journée, mais pas en soirée. Enfin, vous pouvez décider un petit peu ce que vous voulez, quoi. Mais je rejoins quand même la flexibilité. C'est sûr que vous êtes sur un gros projet, il faut shipper. Bon, à un moment donné, si vous avez posé des questions et qu'ils n'ont pas répondu à 18h, la journée continue là-bas, donc voilà. Et puis le risque, c'est plus vous allez prendre l'habitude de le faire le soir, plus vous allez prendre l'habitude de le faire le soir. Et puis, comme tout travail, à un moment donné, on ne s'en rend pas compte. Et de l'autre côté, pour eux, que vous soyez situé à Québec ou à Vancouver ou en France, en fait, ils s'en fichent. Donc, si vous commencez à répondre tous les soirs, ils s'attendent que vous répondiez tous les soirs, quoi. Donc ça, c'est un peu le risque. C'est vrai que ça crée des habitudes. Et puis même nous, on s'habitue à avoir un rythme. Et je pense qu'il y a des moments de crunch où il faut le faire, mais à un moment donné, il faut se stopper soi-même et dire « Ok, là, ça ne respecte plus mon contrat avec moi-même, en fait, surtout quand on a des enfants, on veut être disponible aussi pour sa famille. Et je trouve que des fois, ça déborde et même nous, on se fait happer par ça. C'est pas évident de poser nos propres limites à nous-mêmes aussi et puis pour les autres, quoi. Oui, c'est vrai, je pense d'autant plus aussi, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en termes de charge de travail ou alors, quantité de travail, mais aussi choses à faire, on est aussi dans un mode où, et ça je pense c'est sans doute pas lié juste au fait de travailler avec un pays étranger, où en fait dans l'absolu il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Donc c'est pas comme si on attendait le travail qui vient, enfin après ça dépend je pense des organisations, mais voilà, donc je suis d'accord avec toi sur un peu la discipline aussi, ça, ouais. Effectivement. Ouais. Donc d'accord, donc merci en tout cas pour un petit peu le retour. J'en profite juste pour rebondir un petit peu à une question qui est un peu connexe, c'est vos hiérarchies sont comment par rapport à ça? C'est naturel, un petit peu ce que tu disais. Alors toi aussi, Ludovic, tu expliquais que vos collègues vont prendre l'habitude d'eux, mais je veux dire vos responsables, le lead ou le manager, lui, ils sont compréhensifs, ils savent que vous êtes effectivement à distance et donc ils vous mettent pas la pression, ou ils s'attendent, ou la structure s'attend en fait à ce que vous fonctionnez. Je pourrais schématiser, mais vous êtes en Europe, vous avez fait le choix d'être là, mais bon, de l'autre côté, il faut que ça suive. Tu parlais un peu du crunch et toi aussi un peu, Emmanuel, mais comment ça se passe en fait? Est-ce que vous sentez un peu qu'il y a une pression entre guillemets ou pas du tout? Moi, je peux dire, il n'y a pas de pression en fait. C'est un sujet régulier de discussion parce qu'en fait, quand on est freelance, donc moi je suis pas salarié, je suis freelance. Donc du coup, mon salaire n'est pas pris en charge. Vous savez que quand vous faites du dev, il peut y avoir tout plein de crédits, impôts, recherche. Voilà, donc c'est la même chose au Canada, dépendamment de ce que vous faites, vous êtes éligible, en tout cas vous essayez d'être éligible. Et parce que ça jusqu'à 80% du salaire, donc c'est quand même important. Quand on est consultant, c'est pas couvert. Donc consultant basé au Canada pour une entreprise canadienne, pareil en France, un consultant français qui travaille pour une boîte française, ça ne peut pas être déchargé par les crédits.
Donc du coup, ça c'est un peu un sujet dans le sens où c'est pour ça qu'on ne va pas aller chercher des consultants, enfin une entreprise canadienne va moins aller chercher des consultants parce que le crédit ne sera pas pris, mais à partir du moment où ils ont fait la démarche de venir vous chercher et de vous accepter, là moi j'ai un ami avec qui j'ai travaillé qui va nous rejoindre, bon bah voilà, ils ont pesé le pour et le contre, ils disent bah on y va parce qu'en fait ils veulent ce profil-là. Donc ils savent qu'ils ont le pendant, on n'aura pas de crédit sur ce profil-là. Par contre, ils savent qu'il est en France, tout est basé, tout est acté. Donc c'est parti avec ces contraintes-là. C'est plutôt accepté. Ouais, je pense que nous, on est dans un cas toujours un peu différent, puisque il y a vraiment ce côté, il y a une structure. Alors, ma hiérarchie est toute aux États-Unis, mais il y a un côté où si je me connecte le soir pour répondre à un message ou pour autre, parce que j'ai envie de fluidifier un petit peu la communication, ou parce que j'ai besoin de quelque chose et je veux m'assurer que j'ai bien communiqué à la personne à qui je le demande, que j'en ai besoin pour le lendemain, il m'arrive régulièrement d'avoir un mot de ma hiérarchie qui me dit « t'as le droit de le faire, mais sache qu'à aucun moment on te le demande ». C'est vraiment quelque chose qui est important. Et parce que justement, on aurait un peu facilement tendance à faire à vouloir en faire un peu trop et à se dire bah, les gens sont connectés donc je vais en profiter pour faire, mais en même temps on a notre rythme où on commence le matin et voilà. Et le fait d'être dans des équipes qui sont distribuées, si on est un peu avec un profil workaholic à vouloir en faire trop, bah c'est un peu facile de drifter comme ça. Donc nous, le parti pris, c'est vraiment ça, et j'aurai jamais un rendez-vous de ma hiérarchie qui arrivera après 18h. Ouais, mais je pense que ça dépend aussi du rôle qu'on a dans l'entreprise. C'est-à-dire plus on va monter en niveau, bah, plus il va y avoir des moments où il faudra être un peu en dehors des heures classiques françaises pour avoir des appels. Enfin, moi, je sais que par exemple, on va travailler avec des entreprises tierces qui nous fournissent des services. Dans la tech, on en a plein qui sont basés en Californie, justement, et du coup, les réunions avec eux, très facilement, ça va glisser sur 19-20 heures ici. Donc ça peut arriver, et du coup, en fonction du rôle, où par exemple, moi, je vais être responsable de cette relation avec notre fournisseur de services, faut que je sois là, quoi. Donc, mais en effet, généralement, enfin moi je sais que pour mon cas, ma hiérarchie est très flexible là-dessus et me dit aussi, pareil, vraiment, s'il y a besoin, on peut aussi prendre le relais ou voilà, on ne va pas imposer. Moi, c'est quelque chose que je préfère faire, mais si jamais je disais non, 18h c'est fini, je déconnecte, je sais que ça sera accepté totalement, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je suis toute seule à distance, donc c'est sûr que ouais, c'est pas simple. Il n'y a pas vraiment de cadre en fait qui est posé. Après, les gens le font de façon informelle en fait, je pense simplement. Cela dit étant, ce serait chouette qu'il y en ait un de cadre pour nous-mêmes, hein, comme je disais, pour poser des limites. Après, il y a une tendance, c'est plus une tendance d'entreprise. On a été très à distance et puis depuis janvier de cette année, on encourage les gens en fait à revenir au travail en fait, en tout cas dans mon agence, ce qui fait que moi j'ai senti la différence en fait justement de toute la partie d'information qu'on rate n'étant pas sur le lieu de travail. Ça je l'ai ressenti et ouais, cette propension justement à plus trop respecter ces règles de travail à distance ou de travail hybride. Les problèmes de salle qui ne peuvent pas se connecter, les problèmes d'audio, tout ce qui va avec, quoi. Donc oui, je pense que d'avoir un cadre justement qui permet que ce soit aux gens à distance et aux gens qui sont sur leur site de travail aussi, pour travailler vraiment parfaitement, c'est vraiment le genre d'entreprise qu'il faut privilégier si vous en avez l'occasion, parce que c'est bien plus agréable pour tout le monde en fait de travailler dans des conditions comme ça. Oui, effectivement, c'est un point. C'est hyper important. Ouais. C'est hyper important d'avoir. C'est vrai que quand on est dans une entreprise où ils ont l'habitude d'être dans un bureau et on est un peu les seuls en distanciel, c'est pas du tout la même chose. La qualité du son d'une salle de réunion, je pense qu'à distance, on sous-estime ça parce que tout le monde est dans la même pièce. Donc, on va dire une fois ou deux, excusez parce que je vous entends pas très très bien, parce qu'il y a celui qui a son ordi qui parle et on l'entend bien, mais les autres on les entend pas. Donc il faut que l'araignée là, au milieu de la salle fonctionne bien, etc. etc.
Puis bon, si ça ne fonctionne pas, au bout d'un moment, tout le monde commence par dire c'est pas grave, on continue quand même la réunion parce que tout le monde est là. Ouais, mais du coup, toi, tu participes pas. Donc il faut qu'effectivement, il y ait un peu d'IT sur place pour que ce soit opérationnel. Mais surtout en anglais, en fait, parce que, à moins que vous soyez très, très à l'aise en anglais, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Et au téléphone ou via une visio, c'est pas non plus le même rendu. En plus, suivant les accents auxquels vous êtes habitués, moi, je ne sais pas si je serais capable de comprendre un Texan ou une personne qui travaille d'Écosse. J'aurais de la misère. Donc, je pense que moi, ça me ferait une différence encore plus si le son est dégradé. Oui. Pas évident. Je comprends mieux l'accent québécois. Oui, c'est ça, effectivement, ouais. Oui, la partie équipement, ça aussi, on pourra avoir une discussion un peu sur la technique et la discussion effectivement des équipements. Je sais d'avoir effectivement un bon micro. J'avais entendu parler d'une personne qui avait carrément eu un poste parce qu'en fait, lors de l'entretien à distance, en l'occurrence, il avait un vrai micro style de podcaster sur un bras et tout, de plutôt haut de gamme, parce qu'il était habitué à côté à faire aussi des podcasts. Et clairement, ça avait joué et ça avait même fait la chose pour le... Et de la même manière aussi, ça c'était plus une anecdote, je connaissais quelqu'un qui lui était musicien et donc il avait aussi un micro parce qu'il connaissait ça et les gens lui disaient mais c'est incroyable, on a l'impression que tu es avec nous dans la pièce, comment tu fais quoi. La qualité de la webcam, le micro oui. Et la connexion internet. Alors voilà, c'est pareil, ça aussi, coup, ouais. On parce se que dit, là, on peut être un peu remote, non, il n'y a pas une bonne connexion internet. Faut soit prendre un bureau de partager, soit le satellite ou je ne sais pas. Voilà. D'autant plus qu'effectivement là on parle à travers des continents différents, donc ça joue beaucoup. Alors effectivement maintenant on a la chance, je pousse pas trop parce que c'est peut-être pas encore le cas pour tout le monde, d'être fibré de plus en plus. Donc là ça joue, c'est bien, mais effectivement c'est pas très important. Donc ok, d'accord. Après il y a le matériel, c'est une chose, mais pour le coup, ça y est, j'ai un coup de stress, alors je sais plus ce que je voulais dire. Mais non, le fait d'être tout seul dans la boîte, ça y est, j'ai retrouvé. Mais le fait d'être tout seul dans la boîte en remote, c'est quelque chose que j'ai vécu dans une autre entreprise et pour le coup, c'est des contraintes vraiment supplémentaires. Le matériel, c'est bien parce que effectivement, c'est le truc en plus. Mais même si on a le bon matériel, qu'on est inclus dans la réunion, si en sortant de la réunion, les gens ils se retrouvent à la machine à café et qu'ils prennent une décision qui est contraire à ce qui a été pris en réunion, ou qui décident de faire quelque chose d'autre, le remote, ça peut pas marcher. Donc pour le coup, moi, en plus de ça, je dirais que c'est un vrai signe si jamais on n'est pas... Enfin, si on est seul en remote, si la boîte n'est pas prête, en fait, c'est un vrai problème. Donc, mis à part... la technique, c'est bien, mais même, moi, la boîte où j'étais, ils avaient investi dans la technique. Ça n'a pas du tout résolu les problèmes du remote parce qu'il y a quelque chose, il faut que la boîte soit structurée pour ça. Oui, tu as tout à fait raison de le mettre en avant. Je sais que, moi, à titre personnel, c'était aussi un critère pour choisir mon entreprise. Le fait que la partie remote soit vraiment intégrée à l'entreprise et pas quelque chose qui était pensé comme en plus et avec les effets de bord dont tu parles, où grosso modo la vraie décision de la réunion se fait après que tout soit éteint et où tu manques les choses, ou alors il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas d'enregistrement facile, il n'y a pas de système de prise de notes ou de choses comme ça. Ça, effectivement, ça joue beaucoup. Donc, ouais. Et là, rapidement, en fait, vous sentez que vos entreprises, vous êtes satisfait de ce mode d'organisation? Vous voyez des choses à améliorer, peut-être davantage, pour intégrer les gens qui sont comme vous en remote C'est difficile de dire au niveau de l'entreprise entière, mais au niveau des équipes proches, ouais, c'est vrai que ça va. La plupart des gens sont remote encore, même s'il y a des gens qui commencent à retourner dans les bureaux. Après, là-dessus, je travaille chez Cisco, donc ils ont tout le matériel. Les bureaux, c'est forcément ces vitrines, donc on a des super micros, super caméras qui suivent et tout, donc c'est vrai que là-dessus, on est bien. Mais la plupart des gens sont chez eux, donc au final, ça se fait très facilement. Et, mais ouais, donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est un peu... Il y a deux parties en fait. J'ai une équipe avec qui je travaille aussi, qui est basée à Toronto. Et la personnalité de ces gens-là font qu'ils restent beaucoup plus souvent chez eux. Donc effectivement, c'est une relation différente de travail. On est plus... c'est ça, il y a plus des réflexes de travail justement à distance et de compréhension de l'environnement de l'autre. Après, il y a une autre équipe qui est plus souvent au bureau. Effectivement, c'est peut-être moins évident finalement d'aller capter toute l'information mais ils sont quand même,
c'est quand même très compréhensif et ils font, je pense, beaucoup d'efforts pour s'adapter à moi. Mais ça reste de façon informelle en fait, effectivement, il n'y a pas de cadre. Puis eux aussi ils travaillent à distance de temps en temps aussi, donc je pense qu'ils le comprennent. Je m'interroge plus de savoir où est-ce qu'on s'en va en fait. Est-ce que ça va se dégrader ou est-ce que ça va rester un peu statu quo avec lequel je pourrais bien vivre en fait. Mais c'est ça, vers où on s'en va. C'est peut-être plus ça mon questionnement. Pour nous, on est basé dans 32 pays. La plupart des équipes sont sur plusieurs endroits. Donc après le Covid, on est monté, il me semble, à quasiment 50% de l'effectif en remote. Donc on est plutôt dans une phase aujourd'hui où on essaye de retrouver un équilibre qui était celui d'avant le Covid, 25% remote, 75% sur site. Mais dans tous les cas, les équipes, elles sont distribuées. Est-ce que ça va le rester? J'en sais rien, mais quand je suis arrivé, un des trucs qu'on m'a dit, c'est il y a des boîtes, ils ont pris l'exemple de Yahoo, j'ai pas vérifié, où on s'est retrouvé avec tous les projets intéressants qui étaient dans une antenne, et les autres, les satellites autour, n'avaient pas de projet intéressant. Et pour éviter ça, ils ont commencé à faire des équipes qui étaient séparées, qui étaient forcément sur tous les sites. Donc, de fait, on est obligé de s'être adapté, puisqu'il y a des gens qui travaillent de 8 à 18 ici, et d'autres de 9 ou de 8 à 17 à New York. Donc les choses sont forcément écrites. Les réunions, elles se font où il y a tout le monde qui est là. On ne peut pas avoir 5 personnes dans une pièce et puis une personne qui est à l'autre bout et puis dire c'est pas grave s'il n'entend pas. Et tu mentionnais les équipes distribuées en fait, dans les différents pays. Là, moi j'avais plutôt une question, le côté culturel en fait. Est-ce que vous avez été surpris ou vous avez eu des difficultés avec le côté interculturel, ou est-ce que, à l'inverse, ça a été relativement facile? Alors, Emmanuel, tu mentionnais le langage québécois. Alors, c'est pas parce que les gens parlent québécois ou quoi que ce soit, mais le fait, par exemple, d'être entre francophones, même si c'est à travers 2 continents différents, ça peut créer des liens. Et donc, voilà, je sais pas si ça facilite les choses, ou à l'inverse, vous vous êtes retrouvés dans des situations où, culturellement, alors sans aller peut-être jusqu'à un clash et tout, mais il y a eu des quiproquos, alors parfois peut-être des quiproquos rigolos. Voilà, je ne sais pas si vous avez ressenti ça ou si c'est plus uniformisé et que il n'y a pas eu de problème particulier. Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a eu peut-être des ajustements à faire au début, par exemple? Moi, pour le coup, il y a un côté qui m'a marqué très vite, c'est que l'aspect diversité et inclusion est très présent aux États-Unis. Ils ont même des lois qui obligent à former les collaborateurs sur le sujet. Donc à partir de là, le côté multiculturel, eux, ils ont l'habitude. Après, dans le quotidien, on travaille un peu pareil. Je trouve que c'est plus structuré chez eux, ils ont plus l'habitude de bosser dans le monde de la tech, ou en tout cas moi j'avais moins l'habitude que les gens avec qui je travaille. Mais donc il y a toute la structure d'entreprise qui a l'air d'être assez commune un peu partout. Mais sinon, mis à part ça, on a pour but de développer un truc, donc on se met d'accord sur ce qu'on veut développer et puis on y va. Donc nous, il y a ce côté très ouvert sur le multiculturel et le côté au final, on est là pour travailler ensemble, donc on va faire en sorte qu'on travaille ensemble, quoi. Je sais pas. Ouais, je partage aussi ton point de vue. C'est clair que, je vais peut-être un peu généraliser sur l'Amérique du Nord, mais c'est des gens très pragmatiques en fait. Donc on va tout de suite être tourné vers la solution, on va tout de suite faire en sorte que les projets arrivent. C'est vraiment une autre démarche qui est super intéressante et qui se concentre sur les choses les plus positives. Donc ça, c'est vraiment très bien. Après, moi, en ce qui concerne les gens avec qui j'ai travaillé, parce que je les ai côtoyés en fait. Donc pour moi, c'était une démarche volontaire de m'installer au Québec et puis je pense que la démarche initiale, c'était de quitter Paris, en fait. Je pense que c'était ça la motivation numéro 1. Et puis de rencontrer une culture. Donc on partage la même langue, c'est même des fervents défenseurs du français, plus que nous. Mais la culture est vraiment différente. Et je pense que moi, je suis toujours attachée à cette entreprise. Je travaille pour eux depuis 13 ans. Et en fait, c'est vraiment cette bienveillance. En fait, ils ont vraiment
une qualité de travail, d'inclusion, puis de façon naturelle en fait, même sans loi je dirais, ou même sans cadre. Ils sont vraiment tendance à être beaucoup plus inclusifs et à l'écoute de l'autre. Et ça, je pense que ça a été hyper... ça m'a vraiment convaincue en fait, de continuer à travailler pour eux. En fait. Donc après, je ne sais pas si c'est propre à mon entreprise, mais je pense que d'une manière générale, c'est un peu l'aura qui plane sur la culture québécoise en tout cas. Oui, je suis assez d'accord. Et puis, moi, un truc que j'ai remarqué aussi quand j'ai commencé à travailler avec des Américains, c'était sur le côté, le storytelling, le côté hyper... je sais pas, je trouve qu'ils ont une manière de présenter les projets, les choses auxquelles j'avais pas été forcément... j'étais pas trop habitué à ça. Et ça m'a vraiment marqué. Je travaillais avant à Londres, donc dans une entreprise très européenne, il y avait des gens un peu de partout. Donc c'était aussi très intéressant, plein de cultures différentes. Et arriver dans une entreprise américaine, tout d'un coup, c'est vachement moins d'accents différents, vachement plus d'américains normal, comme on connaît via les films, les séries, tout ça. Mais par contre, ce côté, ouais, vraiment, je vais présenter un projet, un produit, je vais vendre un produit. Et j'ai été fasciné par la manière dont ils communiquaient là-dessus. Je trouvais ça très intéressant. Donc ouais, ça m'a pas mal marqué. Et dans mon équipe, on a aussi des gens qui sont basés donc en Europe de l'Est, donc France et puis après les États-Unis. Et c'est vrai que des fois, il y a des différences de communication. Peut-être côté les collègues qui sont en République tchèque, ils ont tendance à être vachement plus directs. Mais moi, j'aime bien, c'est sympa. Mais après, on apprend à travailler ensemble. Et puis les Américains, ils sont assez flexibles là-dessus aussi. Donc ça se passe très bien. J'ai jamais eu de clash ou de problème là-dessus. Niveau communication, c'est assez bien, assez flexible. Pareil, pas de clash, je rejoins vraiment le côté bienveillant. Moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus frappé aussi quand on est revenu après 5 ans. Enfin, moi, je serais resté, mais ma femme n'aimait pas les hivers québécois. Donc, comme ils durent un petit peu longtemps, c'est... Voilà. Quand il fait soleil, c'est top. Et donc ça se ressent dans l'entreprise, ça se ressent si votre enfant est malade ou vous allez pas bien, va vraiment y avoir une bienveillance. Vous êtes en gros rush, mais vous n'êtes pas bien. Personne va dire attends, quand même, parce que là du coup on doit livrer demain, quoi. Non, parce qu'en fait ils savent que si vous venez dire que ça va pas, c'est que ça va pas en fait. Donc il y a vraiment ce côté-là. Je trouve qu'on a, en tout cas moi, de mes petites expériences françaises, moins. Et puis la seule chose, je dirais, sur laquelle il y a pu y avoir des blagues, running gags un peu culturels, c'est le côté un peu français. Au Canada, on commence avec 3 semaines de vacances. Enfin, ça commence même 2 semaines, puis 3 semaines. Les plus chanceux ont 4 semaines. Bon, c'est sûr que moi, avec mes 4 jours semaine, mes 4 jours par semaine, mes 5 semaines, bon... Je suis un peu dans le stéréotype du français, donc il y a un peu toujours cette petite blague qui dit que voilà, je travaille pas. Mais j'avais fait le compte des jours fériés par an et on a le même nombre en fait entre le Canada et le Québec. Donc le Québec prend ses jours fériés, je pourrais prendre les mêmes jours fériés que le Québec, mais je prends ceux en France. Voilà, là-dessus c'est pareil, c'est libre, mais il y a toujours un peu ce petit côté un peu... voilà. Après la réalité c'est que je pense que je fais pas mal plus d'heures. Un petit peu le côté on reste un petit peu au Québec, du coup comme il y a moins de vacances, c'est le vendredi, moi quand j'y étais, le vendredi à 16h30 on prenait l'apéro et puis à 17h il n'y avait plus personne, 17h30 sauf ceux qui voulaient rester pour la soirée après l'apéro, mais parce que tout le monde part un petit peu parce qu'il y a moins de vacances, donc c'est plus, c'est vu différemment. Après je voulais tempérer, je suis d'accord sur le côté bienveillance, mais et le fait que quand on y va et qu'on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, personne ne va le questionner et il n'y a pas de problème. Par contre, dans la culture américaine, il y a quelque chose qui est, il n'y a pas forcément de préavis pour virer les gens, où il n'y a pas besoin de raison. Ce qui fait que nous, on a vacances illimitées. Les gens, quand ils ont pris 3 semaines de vacances sur l'année, ils culpabilisent, pas tous, mais il y a un côté, surtout les gens qui viennent d'arriver, ils culpabilisent d'avoir pris 2 ou 3 semaines. Il y a une de mes collègues qui m'a dit « Ah là là, pour la première fois de ma vie, j'ai pris 2 semaines de suite de vacances. Mais comment vous faites pour pas avoir tout oublié quand vous rentrez ?» On a tout oublié, c'est tout. Et donc, il y a aussi cette pression qui est toujours là. Alors, je dis pas qu'on la ressent au quotidien, je dis pas que les gens de ma boîte se disent tous les matins « on va se faire virer », mais culturellement, il y a quand même un côté où les gens ils savent que du jour au lendemain, et puis ça arrive,
pour des raisons diverses, j'ai vu quelqu'un dans l'entreprise qui un jour était là et puis le lendemain n'était plus là. Et c'est des choses où, malgré tout, culturellement, c'est très différent. Même au niveau de l'embauche aussi, moi je sais que quand j'étais embauché, ça avait surpris mon manager à l'époque parce que je lui ai dit du coup je suis dispo dans 2 mois parce que je pose mon préavis en Angleterre et je serai dispo. Et sur le coup c'était ah ouais 2 mois d'accord, donc va falloir attendre pas mal là parce que eux c'est 2 semaines max quoi, ça se passe très vite. Et là-dessus ouais il y avait un petit choc culturel. Mais je suis d'accord pour les départs aussi, c'est entre le moment où ils vont poser leur démission et le moment où ils l'annoncent, donc en fait t'as plus qu'une semaine pour te préparer à ce qu'un collègue parte ou des trucs comme ça. Ça c'est assez différent. Ouais. C'est assez violent pour un Français ou une Française de voir les premières personnes partir et leur carton. Ah tu pars, ok. Bon. C'est assez. Je pense on l'a tous vécu plus ou moins là, de voir des collègues partir du jour au lendemain. Je pense qu'il y a presque une cellule psychologique pour les Français. Parce que c'est vraiment ouais, d'un coup on a un petit trauma et puis on se sent insécure en fait dans ces moments-là. Mais ouais, c'est pas. Oui, ça c'est le côté. C'est la culture aussi, ouais, carrément. Et c'est très nord-américain en fait, c'est pragmatique quoi. Donc toi, vas-y pars. C'est vraiment ça la démarche. Pour ceux qui sont passés à travers les gros plans de RIF ou de layoff, effectivement. Bon, on me l'avait raconté, je ne suis pas passé à travers, mais le fait que le matin, grosso modo, il y a une partie des gens de l'entreprise qui sont appelés dans le hall de la cafette, une autre partie qui est appelée dans un autre bâtiment, et en fait, par exemple, la cafétéria, on leur annonce que vous allez rester, il y a eu des changements et tout ça. Dans l'autre bâtiment, c'est les gars, vous avez 1 heure pour faire votre carton, prendre vos affaires, votre badge est désactivé, vos accès sont désactivés. Et on l'a vu aussi là, parce qu'il y a eu les gros plans de licenciement, notamment aux États-Unis en début d'année, et aussi en début d'année dernière, où effectivement les gens, pour certains, c'est même le manager qui appelle par téléphone pour dire que c'est terminé, quoi. Donc même pas de visu, quoi. Effectivement, ouais. C'est vrai que ça c'est assez, je suis d'accord, assez traumatisant pour un Français qui est habitué différemment. On est habitué à se fier au cadre en fait et à être porté par le cadre, tandis qu'en Amérique du Nord, ils vont te laisser prendre les décisions en fait. C'est à toi de prendre la décision, c'est à toi de te prendre en charge pour choisir tes vacances, pour t'organiser avec tes collègues. Il n'y a pas de « ah mais c'était écrit que… » Non, c'est vraiment à nous d'être responsables en fait. Moi c'est la différence que j'ai ressentie. Ah tu veux ça, va le chercher en fait. N'attends pas que ça arrive par exemple. C'est vraiment une démarche qui est contre-intuitive je trouve par rapport à la culture française. Mais qui est agréable au quotidien en fait à vivre parce que tout le monde prend des initiatives, tout le monde va essayer de… Il y a un côté très positif dans la manière dont les gens sont et même des fois peut-être un peu trop. On a un peu l'impression que nous ce qu'on dit, on fait donc des revues à 360, on évalue les performances de nos collègues. Au final, c'est peut-être mieux que ce soit toute une équipe qui évalue plutôt que juste un manager. Mais ce qu'on nous dit plus ou moins en France, c'est tu notes comme tu voudrais et ensuite tu décales d'un cran. Parce que y a un côté où mettre 3 sur 5 en France, c'est considéré comme c'est correct. Aux États-Unis, c'est attention, t'es sur le bord de partir. Donc voilà, il y a ce côté un peu très positif, qu'on croit presque artificiel quand on arrive, mais qui en fait est juste la manière d'être. Oui, effectivement, ouais. Je suis d'accord que ça se voit. Alors on parle beaucoup des entrepreneurs, pour le côté des entrepreneurs qui vont chercher par exemple des financements aux États-Unis. Et effectivement, le fait de pouvoir d'être force de proposition, comme tu disais Emmanuel, ça au niveau culturel, c'est assez apprécié côté des États-Unis. Et associé au financement en fait, que peuvent avoir les levées de fonds, les VC américains, ça permet aussi de faire des développements qu'on ne pourrait pas forcément avoir en Europe, mais au prix de cette instabilité, quoi. Parce qu'effectivement, c'est aussi facile pour une entreprise américaine où, disons,
alors moi je connais plus la Californie et moins par exemple le Canada, mais d'embaucher, puisqu'ils savent que grosso modo, le contrat de travail étant à volonté, le lendemain si la personne ne fait pas l'affaire, elle est partie. Mais c'est aussi une gestion à avoir du côté de l'entreprise, parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, en fonction de comment l'entreprise va, en permanence, il y a les employés qui sont sur LinkedIn et qui, une semaine, 2 semaines après, peuvent être partis. Et donc, si vous n'avez pas capitalisé sur les connaissances, votre super team lead, qui était génial, il est parti chez le concurrent, voilà, et l'équipe se retrouve sans rien. Donc, c'est aussi l'autre facette de la chose. J'en profite justement par rapport à ça, pour rebondir un petit peu. On parlait recrutement et poste. Comment ça s'est passé en fait pour vous pour arriver en fait dans l'entreprise? Vous aviez alors un petit rappel, vous aviez postulé depuis l'étranger, l'entreprise, je crois que Julien est venu vous chercher, c'était un retour avec depuis les États-Unis ou le Canada avec un passage en freelance ou un raccrochage à une structure française. Comment ça s'est passé pour vous? Je vais peut-être commencer d'ailleurs pour faire part de mon expérience. Dans mon cas, en fait, donc je suis parti par le biais de la filiale française de l'entreprise américaine pour laquelle je travaillais, Wind River. J'ai donc rejoint les quartiers généraux, en l'occurrence en Californie. Alors là, on pourra avoir tout un débat sur la question des contrats de travail et tout ça. Moi, donc j'ai basculé sur un contrat local, donc j'étais rattaché à la filiale là-bas. Ensuite, entre-temps, on a fait une demande et on a obtenu une carte verte. Donc moi j'avais un visa de travail qui était lié à mon entreprise. Donc ça c'est les spécificités américaines où le contrat de travail s'arrête, le visa s'arrête, donc il faut revenir en France. Mais avec une carte verte, vous pouvez changer de travail comme vous souhaitez. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour une entreprise américaine, mais qui venait d'Allemagne. Il y avait une équipe aux États-Unis. Et donc j'ai souhaité réintégrer en fait, on a souhaité avec ma famille revenir, en l'occurrence se réinstaller en France. Et donc j'avais discuté un petit peu de comment ça pouvait se passer. Étant donné que l'entreprise avait une culture européenne, je m'étais dit qu'il y avait peut-être des possibilités. Mais en l'occurrence, c'était assez rigolo, le directeur financier, lui, il voulait rien avoir à faire avec le droit du travail français, qui était vu pour lui comme un repoussoir terrible, le fait de pouvoir être requalifié comme salarié, d'avoir des pénalités et tout ça, donc il disait niet. J'avais étudié la possibilité d'être freelance, et à l'époque finalement ça s'était pas fait, donc j'avais en l'occurrence changé d'entreprise, et j'avais intégré une entreprise française quand j'étais revenu. Voilà, je sais pas pour vous comment ça s'était passé pour obtenir le poste que vous avez. Tu viens de dire d'être requalifié comme salarié, c'est la première chose que m'a dit du coup mon comptable quand je lui ai dit que je serais freelance et que j'aurais qu'un seul client. Il m'a dit je comprends pas le concept. Donc en fait là c'est le risque que l'entreprise qui vous embauche à l'étranger soit requalifiée. C'est vous, il n'y a pas de pauvre, c'est pas de votre faute. Donc il n'y avait pas de risque pour moi, je l'ai partagé avec l'entreprise et en l'occurrence il n'y avait pas d'autres solutions, enfin s'il y a du portage et autres, mais bref c'était pas à ce moment-là le sujet. Donc du coup moi j'ai monté ma structure, mais c'est vrai que c'est un sujet d'avoir un seul truc. Et la deuxième, c'est des entreprises françaises, donc vous êtes payé en euros. Mon ami qui va nous rejoindre, ça a été sa première question, est-ce que tu es payé en canadien ou pas? Parce que du coup, ça fluctue. Pour ceux qui ne regardent pas, ça fluctue parfois pas mal. Donc moi, un des sujets dès le début, ça a été, moi je suis en France, vous faites la démarche de venir, du coup je serai payé en euros, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de fluctuation, c'est eux qui prennent la fluctuation à leur charge. Attention aux frais d'internationaux, enfin de virements internationaux, tout ça. Donc là récemment, comme on est de plus en plus nombreux, un petit peu comme ton histoire tout à l'heure, du coup ils ont mis en place avec une autre entreprise, donc voilà, ils ont tout changé pour que les virements soient faits en Europe, on va dire. Donc du coup c'est plus des virements internationaux qui sont réceptionnés. Voilà, tout ça c'est un peu des petits sujets. Et moi du coup j'ai une SARL, je suis freelance. Et du coup, le contrat, pour ceux qui pourraient se demander, c'est un contrat, on va dire, un peu tacite de consultant. Pas de terme défini, pas de CDI. Donc, ils me remercient sous une semaine et je les remercie sous un mois. Voilà. Globalement, de toute façon, dans tous les cas, ça vaut rien pour une banque. Donc, de toute façon, si c'est pas un CDI, ça vaut rien. Donc, je me sens un peu plus sécurisée. Moi j'ai un contrat de salarié, donc en fait moi je me suis installée en 2012 à Montréal où là j'avais un contrat avec l'entreprise. Est arrivée la pandémie comme je disais et j'ai fait la démarche de démissionner en fait, en tout cas de poser ma démission et puis c'est là où
ils m'ont proposé finalement de continuer à travailler pour eux. Et puis je pensais que j'allais atterrir avec une formule un peu comme la tienne. Finalement, ils ont trouvé le moyen de me créer un contrat avec une entreprise du groupe. C'est là où ils refacturent mon salaire en fait à l'agence de Montréal. Donc j'ai quand même la sécurité de l'emploi et tout ça. Après, c'est sûr que d'un point de vue salarial, moi j'ai perdu par rapport au salaire que j'avais ou la qualité de vie, en tout cas le pouvoir d'achat que j'avais à Montréal, parce qu'effectivement ça leur coûte plus cher de m'avoir en fait en France qu'à Montréal. Évidemment, les taxes, les impôts ne sont pas les mêmes. Donc ouais, c'est quand même un sacrifice financier pour eux, puis pour moi aussi en fait. Donc c'est sûr qu'il faut avoir d'autres motivations que les finances, en tout cas dans mon scénario. Ouais, similaire aussi, je sais que le passage du Canada à la France fait que il y a des pertes potentiellement. Alors pour ma part, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai été embauché, j'ai été contacté à l'époque pour le travail par Cisco, donc ils cherchaient quelqu'un avec mon profil. Vu que l'équipe était assez flexible, en gros, moi je voulais aller en Amérique du Nord, travailler remote avec mes collègues, futurs collègues, et donc eux m'ont laissé un peu le choix en mode tu préfères aller aux États-Unis, au Canada, vu que c'est une grosse entreprise, ils ont des entités partout, c'était très flexible, c'était juste avant la pandémie. Pareil, ils ont des équipes d'avocats pour l'immigration, tout ça. Donc moi, j'ai choisi le Canada. Ils m'ont directement mis en relation avec ces gens-là, qu'on fait les démarches, tout ça. Et puis, de manière similaire, 2 ans plus tard, quand on a décidé de rentrer, c'était un peu en mode on va faire un transfert interne à la boîte. Et donc, au lieu d'un contrat CDI au Canada, on passe sur un contrat CDI français. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, parce que même si ma hiérarchie reste aux États-Unis, déjà à l'époque j'étais Canada, hiérarchie États-Unis, là c'est France, hiérarchie États-Unis, donc ça ne change pas grand-chose pour eux. Mais au niveau du contrat, c'est un CDI français, tout ce qu'il y a de plus banal ici, quoi. Donc voilà, avec les côtés positifs et négatifs, mais ouais. Donc c'est vrai que faire partie d'une grosse entité comme ça a vraiment des bons points. Surtout au niveau immigration, moi j'ai été impressionné par l'aide qu'ils fournissaient. Vraiment, moi j'ai quasiment rien eu à faire et ils sont occupés de toutes les démarches, donc ça c'était cool. Oui, je te rejoins effectivement là-dessus. Je pense même alors, mon expérience, comme je disais, c'était la Californie, mais je pense que c'est même quasi impossible en fait de faire ce genre de démarche tout seul. Il y a des possibilités en fonction des types de visas. Par exemple, pour les États-Unis, c'est plus les visas style investisseur E2. Si vous avez 300 000 $ et que vous souhaitez monter une structure aux États-Unis, là, vous pouvez le faire, mais le faire même sans avocat, je pense que c'est quasiment impossible, quoi. Donc là, ça c'est pour la partie spécifique avocat. Et après, le fait d'être soutenu dans ton déplacement, parce que tu disais Emmanuel aussi, le fait qu'il y ait quelque chose pour te raccrocher de l'autre côté, ça c'est aussi un bon point. Je sais pas Julien, en fait, si toi, comment ça s'est passé, ou si tu as... Moi j'ai été recruté par une entreprise française. Ouais, c'est ça, d'accord, donc il n'y a pas eu de... Après, il y a des transferts, il y a des gens qui partent de France et qui vont aux États-Unis. Il y a eu des périodes où c'était plus possible, notamment pendant l'administration Trump, c'était juste pas possible. Il semblerait que ce soit pour ça qu'il y ait des gens qui soient rentrés d'ailleurs. Mais là, ça a repris. Effectivement, c'est sponsorisé par l'entreprise. J'ai même entendu dire, parce que j'ai un collègue qui a fait le transfert il y a quelques temps, en gros, il y a 2 tracks. Il y a les tracks normales et la track où on paye pour aller plus vite. Et la track où on paye pour aller plus vite, il y a déjà plusieurs mois d'attente, voire c'est en année. Donc ouais, c'est clair que tout seul et sans finance, c'est pas quelque chose qui peut se faire. Très compliqué, ouais. Et puis dans le cas des États-Unis, je rajouterais juste un point, il y a aussi la question par exemple pour les cartes vertes du pays, en fait, auquel tu viens, en tant que Français qui postule pour une carte verte, on est dans des pays bien lotis, on a un quota de cartes vertes qui est plutôt bon. Si vous êtes indien ou chinois, là vous êtes parti pour attendre 7-10 ans avant éventuellement de pouvoir espérer avoir une carte verte, et encore vous êtes avec les cabinets d'avocats et tout ça. Il y a la partie conjoint. Je pense qu'aux États-Unis, quand tu arrives, ton conjoint ou ta conjointe n'a pas d'équivalent. Alors qu'au Canada, du coup, il y a vraiment tout. Enfin, attention, il y a certains métiers où il n'y a pas le droit d'exercer la liste. Alors oui, les équivalences, ça c'est aussi sinon, un il y en a sujet. beaucoup où du coup, il y a des équivalences qui sont possibles. Et dans tous les cas, si vous avez un permis, votre moitié a la capacité de travailler, ce qui est une chance. C'est vrai que c'est pour ça que nous, on avait choisi le Canada à l'époque, parce que les États-Unis, ça veut dire que ma femme, en fonction des États, entre 6 mois et 1 an, elle n'avait pas le droit de travailler, du tout. Et ça, c'était pas quelque chose qu'on voulait envisager, donc on est parti au Canada là-dessus, mais c'est vraiment spécial. Là-dessus, les États-Unis, ils ont des règles
assez strict, quoi. Particulière. Ouais. Et je pense qu'effectivement, en plus, il y a vraiment deux choses. Il y a ce que tu mentionnes, c'est le permis de travail pour ton conjoint ou ta conjointe. Donc le fait de pouvoir travailler alors que toi, tu viens avec un visa de travail. Et ensuite, il y a ce que tu disais, l'équivalence. C'est-à-dire, est-ce que ton diplôme a une équivalence là-bas? L'exemple typique, ce sont les professions médicales, où grosso modo, à part quelques, dans notre cas, ce qu'on avait appris en discutant avec des gens, c'est-à-dire, par quelques très rares exceptions, tu repars du bas de l'échelle. Alors ça tend à changer. Nous, quand on est arrivé, du coup, c'était 2011, ma femme est pharmacienne, et donc elle devait repasser 5 ans d'études sur 6. D'accord. Du coup, Okay. voilà. Au prix des États-Unis. Quand on est parti, 6 mois ou 1 an avant qu'on se décide, voilà, donc on avait créé la structure qui était les deux, enfin France et Canada, puis là on avait décidé de continuer à grossir au Canada. Il y avait ça s'ouvrait en fait au Canada pour les pharmaciens, et du coup elle a fait, on va dire, 8 mois, quoi. Elle a repassé l'examen pratique de fin d'études de ceux qui ont fait 6 ans là-bas, et l'examen théorique sur toute la partie, on va dire, l'équivalent de la Sécu française, mais voilà, au Québec. Donc bon, elle a potassé ça, et puis elle a eu son équivalence. Et parmi les gens avec qui elle était, elle avait des gens qui avaient entamé la procédure de changement, et ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient en procédure, et finalement ils sautaient sur la nouvelle procédure. Donc l'inverse est vrai aussi. Le mec qui revient du Canada, qui a fait 14 ans là-bas, sa femme n'était pas prof, elle est passée prof là-bas, donc en étant française, en étant prof de français. Elle revient en France, elle est prof ici. Elle a le diplôme de prof alors qu'elle n'a jamais passé le diplôme de prof en France. C'est parce qu'elle a été là-bas, elle a eu le diplôme, elle revient, elle a le diplôme québécois, et donc du coup elle a l'équivalence. Donc c'est toute une possibilité voilà, c'est dans les deux sens, c'est quand même pas mal d'accord. Ouais, il y a des liens qui sont installés entre le Québec et la France en particulier. Je pense qu'on a un quota finalement de gens qui parlent français. Il y a des facilités, je pense, par rapport à ça. Même si je pense qu'en Ontario, si vous parlez français, vous passez un petit peu plus au-dessus de la pile. Je pense qu'il y a des subtilités comme ça à envisager si jamais vous étiez amené à postuler directement sur un visa là-bas. Et puis, je pense que vous êtes pas mal tous sur des métiers qui sont recherchés, en fait. Donc, là aussi, c'est un avantage en votre faveur si vous étiez amené à vous déplacer là-bas pour chercher du travail. Hein. Ils cherchent à fond dans les métiers de la tech. Et, c'est sûr que c'est des métiers en vogue, en fait. Ils cherchent des gens à fond. Moi, j'ai une expérience sur le fait de l'équivalence de diplôme, mais qui est plutôt pas positive, en fait. On avait essayé d'immigrer en Nouvelle-Zélande, et il y a une liste de diplômes et de métiers qui sont en tension pour lesquels on peut postuler. Et en fait, pour les équivalences, donc j'ai un diplôme d'ingénieur généraliste, et pour avoir une équivalence ça marchait pas, en fait. Il fallait un diplôme d'ingénieur en informatique. Et donc, des fois, ça tient à peu de choses, le fait. Et avec ce diplôme-là, l'immigration se serait passée sans trop de problèmes. Là, c'est un système de points, donc ça veut dire qu'il faut trouver un travail sur place et donc se déplacer. Ma compagne était enceinte à ce moment-là, on a préféré pas partir. Mais les systèmes d'équivalence et les systèmes de pouvoir de métiers en tension, des fois, il y a des détails qui nous échappent et qui font que ça se passe pas aussi bien que prévu. Voir, comme c'était dit, effectivement, ça change. Et donc, entre le temps où tu poses ton projet de faire, en fait, t'es pas à l'abri qu'il y ait un changement de la loi. Effectivement, ouais, tout à fait. Ok. Eh ben, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Moi, j'allais vous poser un peu une question supplémentaire. Sinon, qui était plus locale, en fait, c'était un petit peu pourquoi on parlait du Morbihan. Tout le monde est dans le Morbihan. Pourquoi le Morbihan, en fait? C'était simplement une question un peu plus ouverte. Moi, j'ai grandi ici, donc je suis revenue près de papa et maman, en fait, en gros, c'est ça. Non, mais je pense que probablement certaines de nos expériences vont se rejoindre, mais en gros, j'ai eu une fille, et puis à un moment donné, ça grandit, puis on a besoin de support familial. Mon conjoint, lui, sa famille est en Mayenne, fait qu'on a le choix entre Morbihan ou la Mayenne, au bord de mer. Là, voilà, c'était vite vu. Donc voilà, on s'est rapproché de la famille, et puis vu que j'ai grandi dans le coin, moi je travaille de plumeur à côté de Lorient. Donc voilà. Pareil, moi c'est la famille. Mon père est sur Sarzeau, on connaissait bien le coin, et la famille de ma femme est en Bretagne aussi, pas mal, donc au final ça avait du sens de rentrer dans le coin. On cherchait quand même un endroit où on pouvait être
rapidement sur Paris si besoin, donc le long d'une ligne TGV, près de la famille, près de la mer, ça c'est cool, même si c'est pas le critère principal, mais voilà, et du coup ici ça nous allait bien parce qu'on connaissait aussi, donc ouais. Le bord de mer. Le bord de mer. Je pense que c'est ce qui nous a manqué le plus au Québec. Les lacs sont top, l'hiver est top, mais le bord de mer, c'est voilà. Donc après, il y a beaucoup de bords de mer, mais bon, après, on est du coin. Enfin, voilà, on était du coin aussi. J'ai grandi à Conlo, ma femme à Tex, donc, et là, on est à Auray. Voilà. Quand je monte sur la carte, voilà. Je dis l'ouest, quoi. Je dis, voilà, l'ouest. Et pour nous, on était en Auvergne, donc on avait la famille quand les enfants étaient tout petits et tout ça. Et il se trouve que ma compagne est de Brest, donc ça faisait quand même des gros déplacements. Donc on avait sous-estimé le côté apport familial à côté, mais on s'est retrouvé un petit peu au milieu pour éviter d'avoir trop de routes quand on allait d'un côté ou de l'autre. Et pareil, le côté accès rapide à Paris. Et puis on avait comme objectif d'avoir un terrain qui faisait plus de 5000 m² dans un bourg. Donc après on avait un gros triangle, mais c'est le terrain qui a fait l'endroit où on s'est trouvé. Pour les moutons. On n'avait pas les moutons à l'époque, mais on avait l'objectif du verger. Et... Super, ouais. C'était déjà intégré en fait, parce que ça, ouais, d'accord. Okay, ouais, dans notre cas, effectivement, nous, on est. Moi, j'ai fait mes études supérieures à Nantes, en fait, et j'ai pris mon premier poste justement à Vannes. Et donc après être parti aux États-Unis, en fait, en l'occurrence, j'avais rencontré ici mon épouse et on a souhaité revenir ici. Et donc voilà, on a eu la chance de pouvoir revenir ici dans la région. Même si ça avait changé, ouais, exactement, ouais. C'est une chance, ouais. En l'occurrence, entre-temps, alors nous, on avait la chance de rentrer, de pouvoir revenir en France tous les ans. Alors ce que tu disais, effectivement, par rapport aux vacances, un des points, j'avais un collègue, j'étais pas le premier à partir, donc j'avais plusieurs collègues qui étaient déjà partis justement dans la baie, qui m'avaient dit attention aussi au contrat de travail, si tu peux, demande à transférer ton ancienneté. Et effectivement, j'avais suivi son conseil et il se trouve que, en l'occurrence, alors je pense peut-être aussi au Canada, mais en Californie, l'ancienneté joue pour les congés. Et donc je suis arrivé en tant que Français là-bas avec mon ancienneté, j'avais 5 semaines. Aux États-Unis, qui était extraordinaire. On me dit mais t'es dans l'entreprise depuis combien de temps, voilà. Et donc effectivement, on avait la chance de pouvoir rentrer chaque année. Mais effectivement, quand on est revenu se réinstaller en 2019, la région avait quand même pas mal changé, notamment par rapport au prix de l'immobilier, lié notamment à la liaison LGV jusqu'à Rennes et tout ça. Enfin bon, ça, on pourrait avoir un autre débat là-dessus. Voilà, donc effectivement le Morbihan. Alors j'en profite justement pour faire un petit lien par rapport à ça dans notre justement beau département. Est-ce que vous arrivez, et pour faire le lien avec le travail en fait, vous arrivez à entretenir des liens, vous qui êtes à distance, potentiellement, alors presque plus que full remote, parce qu'en fait vous êtes full remote mais avec une entreprise qui est plus loin potentiellement que d'autres personnes. Comment est-ce que vous arrivez à entretenir le lien un petit peu familial, social avec vos collègues? Est-ce que vous utilisez du coworking? Est-ce que vous avez là peut-être un budget de déplacement pour aller peut-être aussi aux quartiers généraux à l'étranger? Comment ça se passe en fait? Peut-être, je ne sais pas si... moi, comme je dis, une fois par an à Montréal, il m'invite une fois par an à Montréal. Alors bon, il y a des années ça se fait, des années où ça se fait pas. C'est aussi à titre perso, est-ce que... Voilà, des fois, partir une semaine, c'est un peu compliqué dans l'organisation. Hein. Et puis sinon, moi, je ne peux pas travailler de la maison. J'ai essayé, pour le coup, work alcoolique, je pense que ça me correspondrait bien. Déjà, sur ma start-up, c'était compliqué. Mais, donc en fait, j'ai fait le choix de travailler avant de prendre des bureaux à Auray, je travaillais à la Polydesk, pas de pub, mais à Aradon, c'était très bien. Là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui était à Auray et donc on a décidé d'acheter des bureaux ensemble à Auray. Lui a un salarié et donc il louait un bureau fermé à Polydesk. Voilà, donc on est 3 dans un petit bureau ouvert, on a une cuisine, enfin voilà, et au moins on s'arrête, on mange, on prend un café. Je ne suis pas tout seul. Voilà. Quand il y a eu le Covid, j'avais pas le droit d'y aller. Moi, je passe par la forêt et j'arrive au bureau. J'allais au bureau parce que sinon, j'arrive pas à décrocher le soir. Je pense que c'est propre à chacun, mais le côté distance, le côté disponibilité le soir rend ça un petit peu plus compliqué. Et du coup, pour m'interdire, j'ai pas de poste de travail à la maison.
le laptop familial, mais on va dire, j'ai pas d'environnement de travail dessus. Nous, on a un budget, alors ça dépend des années, mais pour se voir, généralement c'est moi qui vais aller aux États-Unis plutôt que l'inverse. Eux, ils aimeraient bien venir sur Paris, mais c'est plus compliqué. Et du coup, ouais, je les vois généralement entre 1 ou 2 fois par an. Ça peut arriver plus souvent, mais j'essaie d'éviter. Et puis, sinon, au niveau la vie de tous les jours, ma femme est aussi remote, donc on travaille tous les deux à la maison, et puis voilà, les pauses café, voilà, c'est entre nous, quoi. Et puis pour le côté un peu qualité de vie, tout ça, on a pris un chien récemment, comme ça on peut sortir, on profite un peu. Non mais faut s'adapter, quoi, c'est différent. Mais c'est vrai que c'est hyper important de voir ses collègues en présentiel. C'est un truc qui, là ça fait pas mal de mois qu'on n'a pas pu le faire avec des soucis de budget dans l'équipe, mais ouais, c'est vraiment important. Et on a beau être remote, le contact humain est quand même, il doit être privilégié. Et, quand ça fait plus de 6 mois, 9 mois qu'on ne se voit pas, ça se sent, quoi. Donc pour moi c'est très important, ça devrait même être inclus dans le budget en fait, d'avoir des employés remote, c'est vraiment inclure le voyage dedans. Toutes les entreprises ne le font pas, mais c'est pareil, si vous cherchez du travail, quand vous voyez ça, c'est généralement bon signe. Et voilà. Moi, il n'y a pas de budget en fait dédié pour mes déplacements. Les premières années, en fait, j'y allais parce que j'avais besoin de voir les équipes. Plus un besoin humain en fait que vraiment professionnel, fait que je finançais mes voyages. Là, depuis cette année, ils m'ont offert de me défrayer, fait que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, bien sûr, mais ça me donne l'opportunité d'aller 2, peut-être 3 fois par an en fait là-bas. Ce qui est plutôt chouette. J'y vais en général pour 2 semaines. Ça me permet de vraiment bien profiter, puis de prendre des petites vacances au passage, histoire de profiter à fond, quoi. Mais ouais, c'est hyper important de voir ses collègues, je trouve. Et puis c'est marrant parce que je pense que j'ai adoré la pandémie parce que j'étais chez moi, en fait. Je pense que c'est là où j'ai vraiment compris que je fonctionnais mieux. En tout cas, à travailler plus souvent chez moi que au bureau. Mais avec le temps, en fait, ça m'a pris vraiment quelques années, mais je me dis, c'est peut-être bien aussi de voir les gens. Donc moi, c'est mon défi en particulier. Je suis vraiment dans ma bulle et c'est hyper difficile pour moi d'aller créer des liens ou rencontrer des nouvelles personnes. Donc je sais qu'il faut que je me force à tout point de vue, que ce soit social quand on est revenu s'installer ici, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et moi, je sais que c'est un gros défi, là, donc suivant votre personnalité aussi, là, ou si vous avez déjà un réseau d'amis ou de professionnels que vous côtoyez, c'est quand même c'est assez précieux. Ouais, ça c'est mon expérience. D'accord. Oui, je pense que c'est un point d'attention effectivement à avoir. Je pense que ça dépend aussi des personnalités, bien sûr, mais je pense qu'à la base, on est tous humains et donc sociaux. Je ne sais pas, toi, Julien, effectivement, comment ça se passe de ton côté. Il y avait 2 questions. Il y avait la première de comment on entretient le rapport avec les collègues. Et sur celle-là, il y a le déplacement. Donc on se voit 2 fois par an en vrai. Et c'est clair que ces semaines-là, on ne travaille pas vraiment. On crée de la confiance, j'ai envie de dire. Le deuxième truc, c'est que tout le long de l'année, nous, la boîte est structurée comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un standard. On a des entretiens individuels avec la hiérarchie, N+1, N+2, qui sont là, donc ça permet d'entretenir un petit peu. Et on met assez facilement en place aussi avec des collègues des entretiens, enfin des meetings de 1 demi-heure. Ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, ça peut varier en fonction du temps. Et là, pour entretenir la confiance entre nous, je trouve que c'est quelque chose qui est assez positif, qui suffit en tout cas. Si on se voyait moins que 2 fois par an, je suis pas sûr qu'on arriverait à toujours l'entretenir, mais là, en se voyant 2 fois par an et en ayant ça de manière régulière, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Et après, sur le côté travailler en remote et avoir une vie sociale, déjà, ayez des enfants. On les emmène à l'école, on est obligé de voir des gens, on a les copains qui viennent, enfin tout ça. Donc ça, nous, quand on est arrivé dans la région, on connaissait personne et ça nous a permis de rencontrer du monde, bien sûr. Après, je suis en coworking, mais déjà, avant, j'avais fait l'expérience en montant la boîte de bosser tout seul à la maison. Et en fait, c'est un coup, je sais plus, il y avait une série où il disait, quand on travaille à la maison, il y a un moment où on passe un stade, le stade du pantalon, où on se lève le matin et puis on s'habille pas, en fait. Et
Et ouais, on peut facilement devenir dingue comme ça en parlant à personne, sauf à la boulangère ou le caissier. Et ça, c'est super important d'avoir une structure qui nous oblige à sortir un peu tous les jours. Et le coworking, ça répond bien à ça. Maintenant, j'arrive à doser en restant à la maison une partie du temps parce que j'ai toujours des trucs à faire. Entretenir un terrain, c'est du travail. Et donc, sur la pause de midi ou autre, mais il y a au moins 2 jours par semaine où je vais en coworking. Et là, j'ai des collègues, mais qui font pas le même travail. Okay. Et ça, c'est cool en fait. Ouais. C'est vraiment chouette d'avoir ces tranches de vie et jamais on va se prendre la tête sur du travail. On parle toujours d'autre chose en fait. Alors qu'à la machine à café, quand on est dans une boîte, souvent, ça finit par tourner autour du travail. Mais ce qu'on a quand même, je trouve, sur la pause du midi dans une entreprise, enfin d'une certaine taille, de 50, 100 personnes, il y a d'autres mondes, il y a finance, il y a compta, bon bref, plein de design, etc. Donc on va parler d'autres choses, quoi. Bon, si on mange qu'avec ses potes développeurs, voilà. On reste dans le même sujet, mais on a le choix, disons, si y a la chance d'avoir une table ou quelque chose comme ça, de parler d'autres sujets. Moi, c'est vraiment quelque chose, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui me manque du coworking aujourd'hui, effectivement, c'est d'aller voir d'autres mondes, d'autres horizons de métiers. Effectivement, je ne sais pas si dans l'assemblée, en fait, il y a des utilisateurs du coworking. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous l'utilisez? Comment ça se passe? Personne. Tout le monde travaille de chez lui. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, c'était moi, ok. Où tout le monde est ici chez FG10 en fait, mais ça se trouve... Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est quelque chose sur lequel je suis assez attentif. Effectivement, je fais un peu le tour des coworking pour voir. D'avoir un peu différents cercles, soit d'avoir des gens très différents avec qui qui sont dans un domaine complètement différent. J'avais justement, en l'occurrence, un collègue on a la chance chez Dataiku d'être 2 sur Vannes, en l'occurrence. J'ai aussi un collègue sur Vannes. Et il m'expliquait, lui, il avait essayé le coworking, alors c'était assez rigolo. Il n'avait pas mentionné lequel, mais ce qui s'était passé, c'est qu'il était dans la même pièce que quelqu'un, en l'occurrence, qui était négociant pour la crier. Donc alors, le truc c'est ça, a priori ça s'était pas super bien passé parce que la personne était tout le temps au téléphone, alors avec 2 téléphones parce que c'était la criée et puis genre les restaurants, ouais le poisson n'est pas arrivé et tout, ah oui je m'excuse, voilà. Et au final la journée s'était pas très bien passée, mais c'était un exemple d'un domaine complètement différent. À l'inverse, avoir d'autres entreprises, des gens qui sont dans le coworking, qui travaillent dans d'autres entreprises, mais qui ont des sujets connexes, ça peut être d'autres devs ou une chose comme ça. Donc voilà, effectivement, ça peut être un bon antidote par rapport à ça. J'en profite justement pour relancer un peu notre assemblée. Il y avait d'autres personnes, il y avait des personnes j'avais vu des mains qui se levaient qui travaillaient avec l'étranger. En fait, je ne sais pas si vous souhaitez un peu partager, en fait, quel pays, comment ça se passe. Moi, je peux partager un petit peu. Je bosse pour une boîte qui s'appelle Atlassian. Ah, bien sûr, ouais. Entre vous doivent connaître. Et moi, j'ai commencé en Australie. D'accord, ok. Commencé en Australie, ouais, super. Donc j'ai bossé avec l'Australie, je suis rentré Moi j'ai fait 4 ans, je suis rentré en 2010 et je travaille en remote ou à distance depuis 2010. D'accord. J'ai commencé seul remote, il y avait très peu de à distance à l'époque, y compris à Atlassian, et donc c'était soit avec l'Australie, soit avec la côte ouest des États-Unis. Donc, j'ai commencé avec la côte ouest des États-Unis et puis ça a continué. Et, je remercie le Covid d'être arrivé, même si on s'était amélioré depuis. Il y avait beaucoup plus de gens à distance et tout ça, mais le Covid a vraiment changé la façon de travailler, clairement. Et puis je travaille toujours avec... j'ai des équipes avec qui je travaille qui sont Australie, États-Unis un peu éparpillés, en Inde aussi. Je sais pas, tout ce que vous... Tu t'es un peu retrouvé dans ce qu'on a dit. Un peu, presque l'ensemble des portraits, j'ai vécu durant les 14 ans que j'ai fait à distance et tout ça, différentes étapes de chacun des parcours presque à différents moments, clairement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être? Moi je travaille pour une société qui est basée aux États-Unis également, qui était basée au Texas au départ, qui a été rachetée par un grand groupe et qui du coup maintenant toutes les équipes sont un peu dispersées partout aux États-Unis. Je m'occupe d'une équipe de design, de designers, donc je suis plutôt
plutôt dans la partie design. Et voilà, je travaille à distance depuis super longtemps, depuis Lorient maintenant. J'y fais de temps en temps là-bas, peut-être un petit peu moins maintenant, mais voilà, j'y vais assez régulièrement. Et ouais, je me retrouve à peu près dans tout ce que vous avez dit parce qu'on a à peu près la même expérience. Moi j'ai trouvé mon travail là-bas lors d'un voyage, un peu par hasard. Et du coup je trouve que c'est un peu compliqué une fois qu'on est arrivé en France, une fois qu'on travaille en France, de trouver une nouvelle société américaine ou nord-américaine. Je trouve que si on n'a pas la connexion au départ aux États-Unis, je trouve que c'est vachement compliqué après de repartir de zéro d'ici et d'essayer de mettre un peu le grappin sur une société qui nous embauchera à distance. Oui, c'est sûr. Ça, je pense que c'est clé. Moi, quand ça a été un de mes soucis, je suis parti 1 an après avoir été diplômé. Enfin, j'ai commencé la start-up 1 an et on est parti 2 ans après. Donc entre les deux, j'avais pas rencontré d'autres grosses entreprises ici. Et en revenant, en fait, c'était un gros inconvénient, c'est qu'en fait, j'avais pas de connexion par toi. Du coup, pour chercher ici, et en fait, j'avais beaucoup plus d'offres. États-Unis, Canada, Allemagne, même Europe de l'Est, mais en France, j'y arrivais pas. Et du coup, moi, je savais que je voulais pas aller à Paris, que je voulais pas aller ailleurs. Je me souviens avoir fait un appel, c'était avant le Covid, avec Decathlon. Donc bon voilà, et là pendant l'appel, RH ça se passe super bien tout ça, puis à la fin de l'appel elle me dit bah du coup vous voyez l'équipe demain à Lille. J'ai dit non, moi je vous ai marqué, c'est remote worker, je travaille depuis Auray, puis elle me dit bah, non mais ça c'est pas possible quoi. Comment on va faire les stand-up quoi. J'ai dit les stand-up, on prendra une caméra puis on fera les stand-up. Et c'était, mais elle a dit ah bah non mais je comprends pas, nous on est une équipe agile quoi. Rien à voir. Donc, et Decathlon, enfin voilà, il y a tout le côté quand même inno et tout, enfin, et ça m'avait choqué quoi. Et à côté de ça, enfin pendant le Covid, j'ai travaillé avec une boîte aux États-Unis, enfin c'était, ça s'est passé hyper fluide. Alors bon, c'était du contrat de 6 mois, mais voilà, le côté profil en anglais, avec des contacts un petit peu outre-Atlantique, tout de suite ça a aidé. Donc je pense que si vous avez l'envie de travailler avec une boîte, ça peut être effectivement un facilitateur d'aller sur place. 1 an, je sais qu'au Canada, il y a le permis vacances-travail qui permet de faciliter. Vous allez 1 an sur place et vous pouvez chercher un travail sur place. C'est 2 ans même maintenant. C'est 2 ans maintenant. Ouais, bon, faut avoir moins de 30 ans par contre. D'accord. Ah oui. Ouais. C'était à l'époque. L'Australie aussi, ça fonctionne, le permis vacances-travail. Ouais, mais je pense que moi j'ai commencé comme ça et puis. C'est 35 pour l'Australie, non? Je crois. C'est 30 ans, 35 ans. Ah, c'est possible. L'âge limite. Ouais. Je crois qu'il y a un âge aussi à mettre. Ouais, il doit y avoir un permis de vacances, travail. Mon frère a rejoint et après, c'est trouvé du boulot sur place. Ouais. C'est après, mais il avait moins de 35 ans à l'époque. Ça, c'est super parce que tu n'as pas de contrainte de trouver un job en particulier. Parce que sinon, l'alternative... Enfin, moi, j'ai fait ça. J'ai fait le PVT 1 an. Après, j'ai fait un autre contrat, mais qui liait un visa qui était lié à mon contrat de travail. Après, on postule sur la résidence permanente, on a un contrat, on a un visa temporaire. Après, une fois qu'on a le Graal, on peut éventuellement postuler pour la citoyenneté. Mais c'est un parcours, c'est pas un parcours simple de trouver des visas mais c'est vrai que c'est quand même un tremplin énorme de pouvoir avoir une expérience là-bas. Puis si vous avez l'occasion et si vous sautez le pas, franchement, vous rentrez dans une agence. Je sais plus, on a une agence de placement là-bas. Ils vont vous trouver du boulot direct. Et vous aurez aussi mois de travail et vous pouvez rentrer en France après si vous voulez. Mais il y a vraiment des opportunités de fou. Là. Ils cherchent vraiment. Mais depuis la France, ça reste difficile. Ouais, non, on est d'accord, c'est pas simple, parce qu'ils vont pas venir te chercher, selon les industries ou les entreprises, moi dans la publicité, ils vont pas te financer ton visa, hein, c'est sûr que... Surtout s'il y a un visa de travail, effectivement, parce qu'en plus, il peut y avoir donc des contraintes législatives, légales, de justification de pourquoi est-ce qu'on n'embauche pas une personne locale. Et après, il y a la question du visa qui fait, on parlait des cabinets d'avocats, là tout de suite c'est 15 000 $, 20 000 $ pour quelqu'un. Alors là, c'est là la question des connexions joue beaucoup. Quelqu'un, le gentil français avec son béret et sa baguette, pourquoi lui voilà, je caricature, mais c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, il y a toujours aussi le contexte actuel. Genre là, je sais que ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de licenciements aux États-Unis, les boîtes de tech. Donc il y a énormément de personnes sur le marché aussi. Donc ils ont peut-être moins d'intérêt de chercher en dehors. Il y a beaucoup de disponibilité.
Donc c'est vrai que il y a des moments où ça peut être plus compliqué que d'autres, quoi, vraiment, de trouver. Alors là, je suis d'accord. Au niveau temps, je ne sais pas non plus combien on est, parce que j'en profite pour poser cette question que je voulais poser aussi à l'Assemblée, parce que ça m'intéresse d'avoir un peu vos retours sur la question du remote, parce que là, la question c'est comment est-ce que vous voyez la balance qui penche. Là, vous avez sans doute vu les news sur notamment Amazon, qui serre la vis, là, qui demande à tout le monde de revenir 5 jours par semaine, pour différentes raisons. Alors, il y en a qui disent c'est pour pouvoir couper dans la masse salariale, parce que 5 jours par semaine au bureau, les gens qui ne peuvent pas, ils seront obligés de partir et de démissionner, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas à les licencier, donc à payer le licenciement. D'autres qui avancent une thèse qui est, je pense, assez vraie, c'est qu'a priori, pour Amazon, ce serait lié à des questions de déduction fiscale avec des villes comme Seattle, pour lesquelles qui ont fait des grosses déductions fiscales pour Amazon, mais en échange, bien sûr, que les gens soient dans les bureaux à Seattle. Et donc ça, a priori, au niveau compta, ça jouerait. Voilà, et donc je ne sais pas si vous avez un peu quel est votre sentiment. J'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage par rapport à il y a 2 ans. Personnellement, je ne souhaite pas, mais je ne pense pas non plus qu'il y aura vraiment un retour en arrière complet. Je pense que le remote est là pour rester. Est-ce qu'il sera sans hybride ou pas? Je ne sais pas déjà comment vous voyez les choses un petit peu. Est-ce que vos entreprises, ça change? Est-ce que... je crois qu'Emmanuel, tu parlais un petit peu de ça en fait. Ouais, moi j'ai senti la différence donc, depuis le mois de janvier où on incite à revenir au moins 2 à 3 jours par semaine au travail dans les bureaux. Donc oui, je l'ai ressenti. Après, les gens, ils aiment ça, travailler de chez eux. Je pense que ce sera difficile de changer des habitudes qu'on a tous déjà appris. Mais c'est pareil, on teste toujours les extrêmes. On fait 100% remote ou 100% présentiel. Je pense que suivant les métiers, les caractères, il y a sûrement des politiques à adopter en ce sens. Et puis d'avoir l'infrastructure qui supporte tout ça, l'organisation qui supporte tout ça. Je pense que c'est possible. Après, est-ce que les entreprises vont se donner la peine d'aller dans ce sens-là? Je sais. Moi, comme Emmanuel, pareil, à peu près janvier, ils ont commencé à demander Donc il y a eu un périmètre qui a été fait, Montréal, 50 km. Tous ceux qui sont à moins de 50 km doivent venir 2-3 jours par semaine. Ça a grincé un petit peu des dents, donc il y a eu quelques flexibilités. Et après, une des raisons, c'est que y a des gens qui aiment vraiment être sur place et que du coup, ça devenait un peu problématique. C'est qu'il y en a peu qui venaient sur place, justifier les bureaux. Enfin, il y a plein de choses. On avait vraiment des beaux bureaux. Donc bon, les locaux ont été changés, plus petits. Il y a tout un changement du coup qui a dû être mis en place pour dire que du coup, il y a moins de monde, il y a moins de gens qui ont envie de venir. On l'entend. Il faut que ce soit quand même agréable, mais il faut avoir un cadre où il y a quand même beaucoup de bureaux fermés. Avant, c'était très open space. Du coup, ça faisait un petit peu mort quand il n'y avait personne. Donc du coup, il y a eu des choses qui se sont mises en place pour faciliter les réunions. Mais il y a eu toute une démarche qui s'est mise en place pour ça. Et ça coïncide, c'est marrant, c'est janvier. Donc je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles qui ont été faites un petit peu à ce moment-là. Mais voilà. Nous, ça a changé un petit peu, mais c'est resté quand même très flexible. Cisco a un intérêt marketing à dire que le travail hybride, ça fonctionne, parce qu'ils vendent énormément de matériel là-dessus. Donc l'idée, ça n'a jamais été de dire à tout le monde de revenir. Par contre, c'est vrai que j'ai vu récemment des changements au niveau du recrutement, de dire par exemple, on va essayer d'embaucher quand même plus des gens qui sont localisés là où on a des bureaux Cisco. Pas pour les forcer à venir nécessairement, mais pour faire en sorte que si jamais il y a des réunions à faire, ils puissent être là rapidement. Bon, après, il y a toujours des exceptions qui vont être faites, mais oui, les gens apprécient particulièrement d'être en remote, enfin en tout cas dans les équipes dans lesquelles je travaille, donc je vois difficilement un retour complet, mais ça dépend vraiment des équipes. Il y en a où ils vont être quasiment tous en présentiel, mais il y a eu quand même pas mal de changements autour de 2021-2022. Cisco par exemple, je ne sais plus exactement les chiffres, mais ils ont revendu énormément de leurs bureaux aux États-Unis parce qu'ils ont des gros hubs, justement dans la Silicon Valley, ils en avaient un à San José, et puis un autre en Caroline du Nord. Ils ont vendu quasiment la moitié de leurs bureaux parce que c'était une ville fantôme, j'y suis allé, c'était assez déprimant. Et donc ils ont voulu quand même faire en sorte que ce soit plus vivant, voilà. Donc ça rechange un peu, mais ils laissent encore beaucoup de flexibilité. Je pense qu'ils comprennent qu'il va falloir laisser les gens un peu décider, les équipes entre elles en fait. Et après on associe les équipes en fonction des préférences de chacun. Je pense que c'est un peu plus la philosophie qu'ils adoptent en ce moment. Que pour moi bien, parce que je comprends que les gens veulent aller au bureau, d'autres qui préfèrent rester chez eux. Je trouve que c'est bien d'accepter les deux et
faire en sorte que ça marche, quoi. Donc j'espère que ça va rester comme ça. On verra. Sinon, Cisco a des bureaux à Rennes. Ah oui, sinon c'est Rennes, d'accord. Okay. Voilà. Ouais, parce qu'il y a plusieurs choses là, effectivement. Et avant peut-être de te demander comment ça se passe aussi, comment tu vois les choses, toi, Julien, il y a deux choses pour la partie, on va dire, retour au bureau. Il y a le fait d'être au bureau, les interactions, tout ça, et puis après il y a le temps. Donc le temps des transports, quoi, qui potentiellement sur une option remote peut être utilisé pour travailler. Voilà. Je sais pas, Julien, quel est ton avis? Nous, il y a à peu près 1 an et demi, il y a eu une politique de retour au bureau. En fait, les fondateurs de la boîte, ils n'ont jamais été des gens qui ont pensé qu'une entreprise en full remote, c'était quelque chose d'envisageable. Et pour le coup, ils croient vraiment, et je pense que d'un côté, ils ont raison, que quand on met les gens ensemble, ça permet de former les juniors, ça permet de conserver une culture d'entreprise, et ça permet d'aller très vite sur certains projets. Il y a des phases de projet où si les gens ne sont pas sur place, on perd du temps de manière assez flagrante. Donc eux, il n'a jamais été prévu que la boîte elle soit en full remote. On s'est retrouvé après le Covid à avoir une proportion de remote qui était beaucoup plus grande que ce qu'on avait avant. Et donc depuis, on est en train de revenir petit à petit à un pourcentage de 75% in-office et 25% en remote. Et donc ça se voit sur les embauches, où on n'embauche plus que des gens qui sont soit dans des bureaux, soit vers des coworking. Et ça se voit sur le fait qu'il n'y a plus personne qui peut rentrer dans un bureau. Enfin, c'est assez rare les gens qui peuvent rentrer dans un bureau et ensuite partir en remote, une requalification de contrat. D'accord, ouais. Ok, merci. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a des gens qui souhaitent réagir par rapport à ça. Une expérience donc la sienne, un petit peu, si vous voulez. Bien sûr. Avec l'arrivée du Covid, enfin un peu après le Covid, même juste sur la fin, Atlassian a instauré une politique qu'on appelle Team Anywhere, donc c'est vraiment les équipes distribuées, ce qui fait qu'en fait beaucoup de personnes travaillaient déjà à distance, mais là c'était encore plus, c'est-à-dire que les gens peuvent choisir là où ils veulent travailler. Il y a quelques restrictions de time zone, etc. Mais donc, du coup, il y a eu énormément d'employés qui sont partis loin des grandes villes, mais loin, loin, pas en Australie ou ailleurs, enfin aux États-Unis. Et tout est fait pour faciliter ça. Moi, j'en ai bénéficié aussi, dans le sens où je travaillais, quand je suis rentré en France, je travaillais à Strasbourg. J'ai voulu déménager en Allemagne, il m'a suffi de rentrer un ticket dans le système, etc. Et la machine s'est mise en marche, quoi. Je savais quel allait être mon salaire, c'était quoi les conditions, et c'est devenu très simple de faire des mouvements. On a le droit de faire ça en tant qu'employé 1 fois par an. Oui, on va pas le faire tous les ans, je pense, mais même revenir en France après, depuis l'Allemagne, c'était la même chose. Pour moi, c'était très simple, et donc cette politique existe, et pour l'instant je ne vois pas de signe comme quoi ça va s'arrêter. C'est vraiment ancré maintenant dans la culture de l'entreprise, et on changerait la politique, on perdrait beaucoup d'employés. Enfin, je pense qu'Amazon est en train de subir ça aussi. Après, ils ont dû faire des choix stratégiques dans lesquels je ne veux pas rentrer, mais clairement, il y a cette politique qui fait aussi que ça permet d'attirer des gens qu'on n'attirerait pas autrement aussi. Un truc qu'on fait en plus aussi, c'est qu'on a ce qu'on appelle ces ITG, Intentional Togetherness, c'est l'idée qu'en fait on peut voyager, enfin comme vous parliez, de se voir régulièrement, ça fait partie, c'est budgété par équipe, donc ça se passe au moins 2 fois par an. Moi, selon là, je travaille avec pas mal d'équipes, donc je profite de plus d'équipes en plus, donc je voyage encore plus. Les 2 dernières semaines, j'étais dans 2 pays différents à voyager, à rencontrer des gens des équipes. Mais ça, c'est instauré au niveau de la boîte, et donc ça permet aussi de gérer cette façon de travailler à distance et tout ça. Donc, mais c'est un vrai effort qu'il faut faire. On ne peut pas dire Team Anywhere et puis après ne rien faire, quoi. C'est clairement... là, on voit le support il est dans la boîte, quoi. Ok, merci pour le retour d'expérience, effectivement, aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient réagir aussi? Ok.
Est-ce que vous avez peut-être des questions particulières, des sujets qu'on n'a pas abordés, ou même sur notre panel, des choses que vous vouliez parler Parfait. Ouais, tout le monde dehors. Ah, une question. Moi j'en ai une petite. Je suis dans le cas où moi je vais faire pas mal de mentorat avec des juniors et je vois, je suis on va dire en format hybride où globalement je viens à la boîte, je suis à 4 jours par semaine et je viens à la boîte 2 jours par semaine et je suis 2 jours chez moi. Mais c'est vrai que des juniors, j'ai eu ça m'est arrivé quand on était en full remote de voir les mentorés à distance et je trouve que c'est vachement plus compliqué. Donc, je sais pas si vous, c'est des cas que vous avez et comment ça se passe. Ouais, effectivement, donc là la question, ce que tu disais, c'est qu'en fonction du... quand tu fais du mentorat de personnes qui sont plus juniors, en fait... Pas forcément dans le réflexe aussi, oui. De venir vers nous, parce que oui. Moi, c'est des pas de réflexe de... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais voir en fait qu'ils sont oui. En difficulté et je vais aller les aider, je vais en faire très proche. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, je réponds avant peut-être de passer la parole sur ça. Effectivement, ça c'est un sujet qu'on n'a pas spécialement abordé. Vous avez sans doute de l'expérience là-dessus, c'est que le remote n'est pas adapté à tous les types de profils et surtout à tous les types au sens d'expérience. Effectivement, moi je vois 2 axes. Le premier axe, c'est déjà quand les gens arrivent dans une nouvelle entreprise, enfin nouvellement embauchés en entreprise. Là, je pense que pour leur mettre le pied à l'étrier, c'est pas mal qu'il y ait une période dédiée en personne. Et après, les profils qui sont effectivement plus juniors, là par rapport à ce que tu disais Julien, c'est sûr que pour effectivement qui peuvent être perdus, qui vont pas avoir l'exemple ou le réflexe d'aller demander de l'aide et qui peuvent rester à distance en fait je vais caricaturer, mais plusieurs jours à bloquer sur un sujet. En fait, il aurait fallu juste une discussion dans le couloir, le mentor qui vient, qui leur pose la question comment ça va, ou à la machine à café, effectivement, là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes été confronté à ce genre de problème aussi. Oui, forcément. Et après, ça demande énormément de suivi, quoi. Bien plus, rester en contact, demander comment ça se passe, avoir des contacts fréquents au début. Et que ce soit nouvel employé ou personne très, très junior. Et ensuite, c'est faire très attention en fait, à vraiment inclure les gens, faire en sorte qu'ils soient invités dans tous les mêmes meetings de l'équipe. Ça, c'est déjà arrivé, j'ai vu ça dans les années que j'ai passées là, où il y a des gens qui arrivent et il y a un truc qui déconne et il y a 2-3 meetings dans les premiers jours où ils n'avaient pas été invités. Voilà, c'est des expériences comme ça qui peuvent être un peu négatives, donc on essaie de faire très attention à ça. Et puis pour les juniors, c'est passer énormément de temps. Limite, on a souvent aussi des sessions où on va juste laisser une session WebEx ouverte avec micro, caméra coupée. Et puis s'il y a des gens qui vont dans la session, on peut discuter, mais sinon, il n'y a personne. Et puis on travaille normalement. Mettre plein de choses en place pour faire en sorte qu'on ne se sente pas seul quand on arrive dans l'équipe, c'est hyper important. Et après, il y a des côtés positifs aussi. Je sais que les juniors, pour tout ce qui est développement et tout, pouvoir faire des sessions de pair programming où on va partager nos écrans, on peut contrôler la souris, montrer, on fait ça et tout, ça, j'ai trouvé ça vachement plus pratique qu'en personne. Donc je trouve que ça dépend du contexte, mais ça demande un effort particulier et il faut faire très attention à ça. Parce que on peut se sentir isolé au début. Ouais, c'est facilement, effectivement. Ouais. C'est intéressant ce que tu mentionnes par rapport le fait de laisser un canal ouvert, effectivement, parce que moi je suis passé à plusieurs organisations pour le travail en remote. Je trouvais que ça avait été efficace. En fait, une des entreprises pour lesquelles j'avais travaillé, en fait, on avait un logiciel de messagerie, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Mumble. C'est un logiciel de messagerie audio. Et en fait, il y avait des salons, et donc c'était relativement simple en fait d'aller attraper quelqu'un dans un salon et de lui parler comme si on pourrait décrocher un téléphone en fait. Par opposition à des systèmes comme où c'est sur Zoom, il faut régler un Zoom, voilà. Et de façon plus antérieure, des années avant, il y avait des équipes qui avaient carrément investi dans les télés connectées avec le support à l'époque, c'était Skype. Et en fait, il y avait un écran qui était allumé en permanence. En l'occurrence, là, c'était une équipe à Vannes et une équipe à Rennes. Et ils avaient un pont audio et vidéo. Et ils pouvaient interpeller les gens pour faciliter le travail. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si ça répond à ta question.
Alors après, moi, si juste sur ta question, moi, par exemple, là, puisqu'on parlait de la distance, c'est sûr que je ne prendrais pas un stagiaire, tu vois, dans un autre pays. Enfin, ça, c'est pas quelque chose de jouable. Nous, on prend plutôt des profils expérimentés. Et il y a juste eu un stagiaire, mais sa condition, c'était il allait au bureau et il y avait un minimum de 2 personnes qui allaient être avec lui pour l'accompagner, parce que même d'un point de vue entreprise, en fait, c'est pas jouable de prendre. C'était un stagiaire, c'était un junior, on va dire, mais sinon, c'est pas jouable de l'accompagner, voilà. Mais sinon, sur la même time zone, déjà, je trouverais ça compliqué. Quand j'ai eu à le faire avec l'Ukraine, du coup, effectivement, on a fait la même chose, un channel ouvert. Et ça reste pas la même chose qu'en physique, quoi. Je voudrais juste rajouter, nous, quand on a des nouveaux qui arrivent dans l'équipe, c'est arrivé cette semaine, on a quelqu'un qui vient d'arriver, on a tous fait une réunion avec lui, chacun individuellement pour pouvoir se présenter et tout ça, et on a tous instauré, toutes les semaines, on se voit pendant 1 heure. Mais après, quand il y a des moments où on travaille plus avec des profils peut-être un peu plus juniors ou des gens avec qui on est amené à travailler plus sur un sujet, c'est assez courant de faire un meeting récurrent et quitte à pas l'utiliser en fait, mais on a 1 heure qui est placée tous les jours pour pouvoir discuter de quelque chose. Ça aide les gens à se dire bah oui, je peux le déranger parce que en fait c'est déjà prévu. Oui, c'est un peu comme font certaines équipes les office hours pour des projets effectivement où il y a tous les X, cette session-là elle est bloquée, tu viens, tu discutes, sinon c'est bloqué quand même, quoi. Et après, comme tu passes dans l'open space, passer sur Slack, c'est moins cool, mais... Ce que tu dis, c'est de dire aux gens, je suis là, je suis dispo, je vais me bloquer du temps pour vous aider, donc n'hésitez pas à me contacter. Déjà, ça aide. En faisant le premier pas, ça les aide aussi. Mais c'est vrai que pendant le Covid, perso, j'ai eu une expérience un peu compliquée où on a eu une personne où, en gros, ça a été un peu le gouffre pour elle parce que timide, et, en fait, elle n'arrivait pas à dire qu'elle était en galère. Et moi, je me suis retrouvé, en fait, nous, on fait des subventions publiques, j'ai développé les aides pour les entreprises, les aides de l'État. Donc en fait, Task Force, on m'a mis sur le sujet, donc en fait, impossible de suivre les gens à côté, j'étais la tête dans le guidon. Et, en fait, la personne, on se rend compte 15 jours plus tard qu'elle était coincée sur son premier ticket. Et je pense qu'elle a mal vécu et tout le monde a mal vécu. Mais sauf qu'elle était de chez elle et en fait, elle n'osait pas le dire. Ouais, ça c'est effectivement un vrai sujet aussi. C'est pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi le sujet de se dire on est à distance et donc on a des créneaux, voire des créneaux de sociabilisation, c'est-à-dire qui sont bloqués pour discuter de sujets qui ne sont pas du travail. On en parlait tout à l'heure, il y a des entreprises qui sont assez pointues là-dessus. Je pense par exemple à GitLab, où ils ont tous leurs process dans le handbook là, qui sont codifiés et tout ça, et qui encouragent les gens à passer du temps comme ça, enfin un café Zoom. Et il y a des sujets, ça peut être du travail un petit peu, mais le but c'est pas ça, de manière régulière effectivement pour ça. Je trouve que c'est assez bénéfique. Le décalage horaire est plus compliqué pour le côté social. Il y a beaucoup plus d'interactions avec mes collègues ukrainiens, d'interactions personnelles, enfin vraiment sociales, discussion de tous les jours. Ça commence par un problème, ça commence par voilà, mais parce qu'on a plus d'amplitude horaire quoi. Sur le 15-18, c'est difficile de commencer à aller parce que les meetings s'enchaînent. Je trouve ça plus compliqué d'aller chercher le social. Du coup, ceux avec lesquels je vais l'avoir, ça va être ceux qui sont plus matinales et qui commencent à 14h, il n'y a personne et donc là du coup ils te bookent, après tu as ton call à 15h, donc tu es un peu plus fluide. Il faut se forcer un petit peu pour... Oui, les heures sont chères, effectivement, sur l'après-midi. Donc, des fois c'est facile d'avoir envie de drifter sur un truc, mais en fait, il y a le rappel qui dit bah non. Il y a le meeting d'après qui vient. Ok, ça marche. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus, effectivement. Donc merci à notre panel d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Et puis merci à vous aussi pour l'interaction et le temps passé ensemble. Voilà. Merci.